8 décembre 2019. Bien bonjour à tous et merci d'être sur STV. Projet de loi de finances pour l'exercice 2020. Le test est en étude au Parlement. Entre autres constats, on remarque que l'enveloppe passe de 5 212 milliards en 2019 à 4 951,7 milliards en 2020. Ceci dans l'optique de réduire également le train de vie de l'État. Le projet introduit également une nouvelle taxe sur l'exportation au Cameroun pour des produits comme la banane. On en parle brièvement dans un instant. Concession du terminal à conteneurs de Douala. La procédure de désignation suspendue. La Chambre administrative de la Cour suprême a rejeté le pouvoir en cassation introduit le 21 août par le port autonome de Douala qui sollicitait la suspension de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif du littoral dans l'affaire APM Terminal de Bolloré contre le PAD. Quelles sont les incidences de cette décision? C'est quoi la suite? Et pour sortir de cette émission, ce sera avec le quotidien Mutation qui fait retentir la sonnette d'alarme en ce qui concerne l'avancement des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le journal fait savoir que si on ne presse pas le pas, un second glissement est possible. Y a-t-il réellement matière à s'inquiéter? Avant ces deux sujets, on dira un mot en entrée sur le projet de loi sur la promotion du bilinguisme dont l'article 26 semble déranger. L'alinéa 1 du dit article stipule que l'anglais et le français sont indifféremment utilisés devant les juridictions de droit commun et spécial. Et selon l'alinéa 2, les décisions de justice sont rendues dans l'une ou l'autre langue officielle. Des dispositions qui pourraient remettre le feu aux poudres, car selon les avocats du Common Law, c'est exactement la raison de leur descente dans les rues en 2016. On parle de tous ces sujets. Avec vous, Samuel Motte, vous êtes expert comptable, vous êtes également militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Léla, je suis militant de base, je suis président de section de la section RDPC Cap Sud-Est, et là je viens effectivement de mon village natal Iboti. Je voulais que tout ça soit sûr parce que généralement quand on nous voit, on nous prend pour des citadins. Moi je revendique un ancrage local et notamment dans les villages. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tous ces grincements de dents au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de remous et accusations de tripatouillage et de clientélisme liés aux investitures? On a par exemple le maire sortant de Pouma qui en ce moment fait le tour des médias pour s'en plaindre. Oh non, mais j'ai suivi quelques séquences de son intervention. Je pense qu'il n'a pas le droit il n'a pas besoin de rentrer dans ce genre de chemin. Je pense d'ailleurs qu'il figure dans la liste. Il n'est pas le seul. Mais attendez. Il ne figure dans cette liste-là. Mais je peux également vous dire, c'est un mal camerounais, c'est un mal africain qui fait que dans le cadre des sélections. Est-ce que ce n'est pas surtout un mal le propre RDPC? Non, c'est pas un mal. Non, absolument pas. C'est pas un mal. Peut-être les enjeux au RDPC sont plus importants que partout ailleurs, mais c'est le propre même des sélections qui fait qu'à un moment donné, on est amené à arbitrer. Et quand on vous arbitre, forcément, il y a des erreurs. Il y a également des gens qui peuvent de temps en temps considérer qu'ils ont été défavorisés dans un processus comme celui-là. C'est la démocratie même qui fonctionne de cette façon-là. On ne peut pas avoir de président de la République, on n'a qu'un seul. On peut avoir deux députés dans une circonscription quand on n'en veut qu'un seul. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut savoir. Mais également, la politique demande beaucoup de patience aussi. Ça demande beaucoup de patience. Ça veut dire que quand on n'a pas été sélectionné aujourd'hui, peut-être en travaillant, on le sera demain. C'est la même chose également. Alors qu'on est sollicité par la base. Sur le plan macro, mais c'est ça également. Alors là, j'en profite. Vous avez vu, nous avons anticipé sur ce sujet de revendication. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait deux solutions. Il y avait une solution intermédiaire qui avait été prise à un moment donné en disant effectivement qu'on fait recours à la base. Et là également, quand on fait le recours à la base, il y a des biais qu'un certain nombre de responsables de chez nous censés penser introduire. Si on ne fait pas la sélection par la base, il y a également cette possibilité-là qui est celui de l'investiture. Derrière que c'est la procédure officielle de sélection des candidats chez nous. Mais également, on a essayé de trouver un juste milieu. Premièrement, le parti s'est organisé parce que là, vous avez un éventail hiérarchique qui était assez large. C'est-à-dire que lorsque vous avez un comité central qui siège à Yaoundé et vous avez un maillage territorial qui tourne autour des sections. Aujourd'hui, on a essayé de recentrer ce maillage-là, cet éventail hiérarchique, et on a créé des divisions au niveau régional. On a créé également des délégations au niveau départemental. Ce qui fait aujourd'hui que lorsqu'on fait une sélection, oui, je vais terminer là-dessus, je peux me fatiguer avec l'histoire du RDPC, pour la question. Le maillage fait que le fait qu'on ait restreint l'éventail hiérarchique fait qu'aujourd'hui, la plupart des responsables qui reportent
au niveau du comité central ont quand même un vécu quotidien au niveau de ce qui se passe à la base. Et donc, je pense quand même pour ma part que la plupart des décisions qui ont été prises, il peut y avoir des dégraissements ici ou là, c'est des bonnes décisions. Je veux juste dire que vous faites sourire Anissé Kadé. C'est mon ami, c'est normal qu'il sourit. À côté de vous, nous recevons Hilaire Zipan du MP. Bonjour, monsieur Zipan, et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour à tous les téléspectateurs de STV. C'est toujours un plaisir d'être là pour débattre des sujets qui intéressent les Camerounais. Avec vous, on parle justement de la destitution du chef de 3e degré du quartier Messa Koaba à Yaoundé 2e, Sa Majesté Bilo Efa. Cette décision a-t-elle, selon vous, des fondements juridiques? Je vous sais très calé justement en ce qui concerne les lois camerounaises. Vous allez peut-être me parler de celle du 15 juillet 1977, peut-être. C'est de 1945 aussi. Vous voyez que les chefferies traditionnelles ont un statut extrêmement bien organisé. Et au grand dialogue national, on a encore renforcé un certain nombre de pouvoirs de ces statuts de chef traditionnel. Et cela me pousse naturellement à penser que si le ministre de l'administration territoriale est le chef des gardiens de la tradition, il n'en demeure pas moins qu'il est parfois dans l'abus de pouvoir destituer un chef. Parce que la manière traditionnelle où on désigne un chef n'est pas de nature à ce qu'administrativement on puisse l'inverser aussi facilement que l'on pense, surtout quand il s'agit de ses opinions. Nous avons un peu à l'esprit ce qui s'est passé dans les années avec les chefs qui ont pris des positions très fortes. Je parle à Charles Tangana, je pense également au sultan Joya, donc qui avait pris des positions très très fortes pour que nous arrivions à cette indépendance-là. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'une fois qu'un chef qui exprime une opinion assez forte, pour un autre, que l'on puisse le destituer. Je crois savoir que si l'on prend l'esprit dans lequel s'est inscrit le ministre de l'administration du territoire, c'est un durcissement. On va vers ce sens-là, mais nous pouvons déjà le rassurer que si tel est que les lois doivent être pour être respectées par tout le monde, la moindre disposition qui visant à ce que, d'une manière unique, on nous met à l'écart, nous le rassurons, monsieur le ministre, nous serons dans la rue. Soyez-en certains, nous le rassurons, nous serons dans la rue. Et il n'y a pas de manière indéniable qu'en République, l'on puisse torpiller les lois et que l'on se prévale de vous faire. L'autorité, c'est l'exemplarité, monsieur le ministre. C'est à vous que je m'adresse. Merci Hilaire Zipan d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Axel Ebé, c'est bien ça? C'est ça, du oui. PCRN. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche sur la même actualité que Hilaire Zipan. Pensez-vous que cette décision de Paul Atangandi puisse être la conséquence de l'appartenance du chef Bilo Efa au mouvement pour la renaissance du Cameroun? Alors, ça, vous posez la question aux Camerounais ou aux politiciens? Parce que c'est compliqué de répondre à ça. Si vous posez la question aux politiciens, évidemment, je vais vous dire que ça semble quand même assez lié, parce que c'est vrai que Sa Majesté Bilo Efa est sorti de l'anonymat, parce que nos chefs sont dans l'anonymat au Cameroun, avec l'actualité du MRC. Donc, on peut penser que le MINAT a peut-être une dent contre ces gens-là, mais franchement, je préfère, ce qui m'intéresse plus sur cette question, c'est le statut de nos chefs au Cameroun, parce que le chef est censé être le gardien de la tradition. Qu'il en soit réduit dans notre pays à un simple auxiliaire ou un simple administré du MINAT, ça me rend un peu triste. Je suis un passionné de culture camerounaise et surtout des cultures écan, donc je suis directement concerné par la destitution du chef bilois. Et bon, je trouve que et nous l'avons proposé à la présidentielle d'ailleurs, je trouve que c'est un secteur, du moins c'est un pan de notre société qu'on doit réglementer. C'est pour ça que nous avons proposé de créer à la place du Sénat, lors de la présidentielle 2018, une chambre de chefs, en fait. Une chambre pardon? Non, du moins une chambre qui aurait le niveau de la seniorité du Sénat, mais où les chefs auraient réellement leur place. Parce que en tant que gardien de notre tradition, je pense qu'il faut leur donner un statut particulier et surtout les sortir de cette administration du ministère de l'administration du territoire. Merci d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, nous recevons Faustin Dikam. Il est journaliste. Bonjour Monsieur Dikam et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla et bonjour à tous nos copanélistes qui sont pour la plupart des grands amis dans le civil. Je suis arrivé à Douala ce matin et puis j'ai découvert que malgré tout ce qui se dit sur le Cameroun, malgré l'ambiance qui est un peu morose dans la ville
des immeubles continuent de monter de part et d'autre. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas l'enfer que les autres peignent des étrangers. Je suis arrivé à Douala et j'ai découvert qu'à l'avenue Charles de Gaulle vient d'être ici un très grand hôtel qui va être inauguré le 11 décembre prochain. Et ça me fait dire que dans cet océan de merde, on peut encore avoir de la vie. Alors, parlons de la caravane de paix conduite par le cardinal Christian Thomy dans le nord-ouest et le sud-ouest. La Nouvelle Expression fait savoir que l'homme de Dieu n'a rien ramené de concret parce qu'il était également parti les mains vides. Quand dans le nord-ouest et le sud-ouest, on attend certainement un contenu au statut spécial recommandation du Grand Dialogue National. Je crois que c'est un peu excessif de la part de nos confrères de la Nouvelle Expression de dire que le cardinal Christian Thomy n'a rien ramené. L'objectif, la mission du cardinal était de faire quoi ? La mission du cardinal et de son équipe était d'aller à la rencontre de ces populations qui ont décidé de revendiquer un certain nombre de choses pour lesquelles le gouvernement saura apporter des solutions peut-être qui ne sont pas acceptées de tous, mais de chercher à ce que s'installe désormais la paix dans ces deux régions du pays qui sont dévastées, comme vous le savez, par la crise dite anglophone. Je pense quand même qu'il faut donner du temps pour pouvoir essayer de recoller les morceaux d'un conflit qui a véritablement dévasté les deux régions anglophones du pays. Lorsque nos confrères évoquent les résolutions du dernier GDN, on peut les comprendre, mais sauf que pour que ce statut spécial qu'on a annoncé soit mis sur pied, il faudrait quand même que cela fasse l'objet d'un certain nombre de préalables. L'un des premiers préalables étant que on pourrait par exemple envoyer des projets de loi dans ce sens au niveau du Parlement. Et je crois qu'il y a là derrière... pour terminer, il y a là derrière la volonté des pouvoirs publics de pouvoir organiser ces élections du 9 février prochain pour que ceux qui vont rentrer à l'Assemblée nationale à partir de 2020 puissent effectivement plancher sur des lois qui concerneront la mise sur pied de ce statut spécial qui, il faut le dire, sera très important. Vous pensez que les conditions sont réunies pour avoir de véritables représentants du peuple à ces élections? Bon, là, c'était un autre débat. Oui. Là, on pourrait invoquer la réforme du système électoral, du code électoral qui fait toujours problème. Ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. De l'autre côté, on pourrait aussi évoquer le cas de ces militants et cadres du RDPC qui ont choisi délibérément de piétiner la circulaire du président national et de faire ce qu'ils veulent pour choisir des petits amis dans la plupart des cas, parce que il y a beaucoup d'ébullition. Et je vous assure que, en ce qui concerne le RDPC, justement, lorsque les listes seront publiées, vous verrez qu'il y aura beaucoup de... Donc ça va encore plus chauffer. Voilà, donc vous comprenez que ce n'est pas sorti de l'auberge. À côté de vous, Anissé Ekané du Manidem. Bonjour Monsieur Ekané, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, votre parti, il est engagé dans la compétition du 9 février? Évidemment, nous ne boycottons pas ces élections. Nous sommes présents dans la mesure de nos moyens dans le littoral. Uniquement? Oui, uniquement le littoral. Vous savez, depuis les élections présidentielles, nous avons dit que 1000 élections ne valent pas la résolution de la crise anglophone qui stresse tout le pays, et que dès les présidentielles jusqu'à maintenant, nous avons estimé que le fait de se précipiter sur les élections alors que les problèmes fondamentaux tels que la résolution de la crise anglophone sont en suspens prouve que ce n'est pas l'intérêt général qui prime. Mais vous y allez quand même. Oui, il ne faut pas donner l'impression que nous ne voulons pas changer le rapport de force législatif, parce que c'est ça qu'il s'agit à la base du pays. Mais en allant aux élections seulement dans le littoral, vous pensez pouvoir changer ce rapport de force législatif? Non, vous savez, il y a des aspects conjoncturels. Améliorer la qualité de vie dans nos différentes communes, c'est aussi le rôle des partis politiques. Donc s'ils peuvent investir des équipes qui pourraient changer la qualité de vie dans les communes,
comme Dibombari, etc., c'est une bonne chose, puisqu'elles sont en attente d'équipes qui transformeraient leur vie quotidienne. Bon, même si sur le plan national, ça ne résout pas le problème de notre pays. Vous remettez ça, donc je parle de la bataille justement avec l'honorable Dissake. Vous remettez ça en 2020 bah vous parlez du vol c'est vous qui dites ça comme ça, RDPC dans le Mongozo, c'est un grossier vol, vous savez. Mais on a même des informations de la part même des militants du RDPC que bon, ils ont volé. Bah, mais ça ne nous surprend pas beaucoup parce que c'est génétique. C'est génétique c'est cette façon de faire dans le parti de mon ami. Alors, je voulais m'excuser auprès des téléspectateurs. Si vous constatez que le plateau est un tout petit peu touffu ce dimanche, c'est de ma faute, uniquement de ma faute. Alors, non, mais elle n'est pas touffue. Sujet d'entrée commun à tous les panélistes, ce projet de loi sur la promotion des langues officielles, alors que le projet est justement sur la table des députés depuis quelques jours déjà, avec la plénière qui devait consacrer son adoption cette semaine repoussée à une date ultérieure. On a assisté à Bamenda à une grogne des avocats. On va commencer par vous, Faustin Ndikam. À votre avis, qu'est-ce qui fait problème avec ce projet de loi? Je pense que ce n'est pas la première fois que les avocats de culture anglophone descendent dans la rue pour exprimer une sorte de ras-le-bol, entre guillemets, de ce que les lois qui régissent le fonctionnement judiciaire et administratif du pays ne sont pas généralement en faveur de ceux qui sont d'expression anglophone. Ça peut se comprendre. Mais seulement, je crois que au-delà de ces revendications, le gouvernement à un moment donné a apporté quelques réponses à cela. Mais sauf que la descente de l'autre jour pourrait être questionnable. Questionnable parce que, vous voyez-vous, lorsque, par exemple, dans le système anglophone, ce qu'on appelle le English law, dans le English law, dans le common law, il n'existe pas, par exemple, de droit administratif. Vous savez très bien que le droit administratif, c'est un droit, ça n'existe pas dans leur contexte. Il faudrait que on puisse harmoniser de façon que un magistrat, par exemple, qui se trouve affecté dans la zone anglophone du pays, puisse être véritablement formé, imprégné des lois anglo-saxonnes qui sont appliquées déjà dans les écoles et les universités là-bas, n'est-ce pas, pour que tout le monde soit au même niveau. Et je crois que il faudrait prendre du recul pour essayer de réfléchir là-dessus et de voir qu'est-ce que effectivement les avocats demandent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que ces avocats d'expression anglophone, de culture anglophone demandent au gouvernement? Je crois que si nous commençons à trouver des réponses à ces questions, ce sera aussi le début de la fin de la crise anglophone. Axel Ebé, le projet de loi sur la promotion du bilinguisme au Cameroun tel que présenté au Parlement, est-ce qu'il peut effectivement promouvoir le bilinguisme et résoudre, entre guillemets, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ou alors l'une des demandes qui avait été formulée? Alors, je pense que ce projet de loi va dans le sens de la Constitution, qui dispose que le Cameroun est bilingue et a deux langues. Et c'est juste une forme de concrétisation de notre bilinguisme. Mais est-ce que c'est suffisant pour résoudre la crise? Je pense que non. Déjà, personnellement, j'avais été un peu déçu, parce que quand j'ai entendu qu'il y avait une loi sur la promotion des langues officielles au Cameroun, j'ai cru qu'on allait élargir l'assiette de nos langues. On ferait la promotion de ce qu'on appelle un peu vulgairement de nos dialectes, en fait. Les langues locales. Les langues locales, tout à fait. Donc, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais on peut tout à fait ressortir une douzaine, voire une quinzaine de langues. Et les autres vernaculaires. Bah oui, parce que si on prend les grandes langues des grandes communautés, je pense que ça ne va pas choquer qui que ce soit. Les grandes communautés. Oui, les grandes communautés, parce que quand vous parlez de beaucoup de langues, vous parlez probablement des 250 ethnies qu'on compte au Cameroun. Mais il y a des... ça m'énerve d'utiliser ce terme, mais des sous-ethnies. Je suis Mvog-Manze, mais je parle Ewondo. Donc, l'Ewondo serait une langue vernaculaire de notre communauté. Ça ne va pas engendrer un nouveau conflit. Pourquoi? Regardez dans les pays où ça marche. En Afrique du Sud, il y a une quinzaine, voire 18 langues officielles. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont en conflit permanent entre eux? Donc, je ne pense pas. Pourquoi que cela peut faire même l'objet d'un référendum où on demande au peuple camerounais de choisir?
mon très cher frère. C'est plus ou moins l'esprit de... ça va dans le sens de ce qu'on avait proposé quand on parlait du fédéralisme communautaire, qui était la promotion de nos grandes langues. Et je ne vois pas en quoi ce serait choquant d'avoir... Fédéralisme communautaire qui a quand même essuyé beaucoup de critiques. Et qui a essuyé beaucoup de critiques, mais bon, je pense que les gens ne sont pas allés au fond de l'analyse, parce qu'ils se sont cantonnés au découpage, ils ne sont pas allés dans le fonctionnement. Le fonctionnement est beaucoup plus intéressant, et j'espère qu'un jour, dans une émission, on parlera du fonctionnement de ce fédéralisme. Bon, en tout cas, pour revenir sur le projet de loi qui a été inséré au Parlement, bon, j'ai beau regretter ses limites, parce que je pense qu'on ne peut pas se cantonner uniquement à 2 langues. On continue à promouvoir ce qui nous divise au lieu de consacrer ce qui nous rassemble. Mais je ne vois pas pourquoi ça crée la grogne. Je pense qu'il faudrait à un moment auditer en fait notre système judiciaire pour comprendre réellement pourquoi les avocats d'expression anglophone ou les avocats du common law s'insurgent souvent. Anissé Kane, on a justement l'article 26 du dit projet qui fait débat dans l'opinion. Vous avez certainement entendu parler de ce débat. À la lecture des récriminations justement des avocats du common law, avez-vous l'impression que le gouvernement ait tiré les leçons du début de la crise dans le nord de celui sud-est en 2016? J'ai plutôt l'impression que les élites camerounaises s'engouffrent ou s'éternisent dans un débat qui devrait être dépassé 60 ans après les indépendances. Comment peut-on accepter des batailles arrangées autour de 2 langues étrangères? Continuellement faire des batailles arrangées. Moi, je veux rappeler, peut-être ceux qui ne savent pas, que le professeur Tata Dieu, un de mes camarades de classe, avait fait des études poussées sur la possibilité d'instaurer 4 langues régionales dans notre pays. Nous-mêmes, dès 1980, à l'UPC, nous avons fait des propositions sur le découpage en 4 grandes régions, le Grand Littoral, le Grand Centre, le Grand Nord et le Grand Ouest, avec 4 langues nationales. Pourquoi vous voulez que les Camerounais se battent autour de l'anglais et du français, que certains ont accepté depuis 1960, et qu'on ne puisse pas s'entendre sur le fait que dans le Grand Ouest, on parle le banganté? Comment on ne peut pas s'entendre que dans le Grand Littoral, on parle le Douala, dans le Grand San Leondo, mais qu'on ait accepté depuis 60 ans, qu'on se débat entre le français, qu'on connaît à peine, qu'on parle à peine, sauf au niveau des élites et l'anglais, et qu'aujourd'hui, cette même élite, sous pression ou bien en butant des problèmes de positionnement politique, fasse des batailles rangées autour de l'anglais et du français. Nous, comme mouvement politique issu de la famille Péchis, on est très effarés. J'ai entendu un avocat anglophone dire que la langue du common law, c'est l'anglais. Qu'on ne peut parler l'anglais que lorsqu'on rend la justice du common law. Ça veut dire que si vous avez affaire à un Camerounais qui ne parle ni l'anglais, qui ne parle pas l'anglais et qui est en justice, on ne peut pas lui parler le banganté par un traducteur qui lui explique les lois ou bien la sentence. C'est effarant d'écouter quelqu'un qui dit qu'il faut parler l'anglais quand on parle du common law. Ça ne veut rien dire. Hilaire Zipan, sur la même question qu'Anissé Kane, vu qu'il n'y a pas répondu, avez-vous l'impression que le gouvernement camerounais, qu'il ait tiré justement les leçons de ce qui s'est passé en 2016? Quelles peuvent être les conséquences de l'adoption de ce projet de loi en l'état? À moins que Kane ait apporté la réponse que vous ne vouliez pas entendre. Kane a essayé de répondre. Non. Vous avez affaire à des politiques et les politiques ont besoin parfois de passer de faire de la communication sur une promotion d'un projet qu'ils ont complètement pris la peine de mûrir. Et moi, je suis assez étonné de la manière où on présente ce débat à l'heure actuelle. Moi, j'étais au Grand Dialogue National. Il y avait toute une commission de justice. Et j'ai eu la chance, parce que même vous ne m'avez pas donné le sujet, j'ai eu la chance quand même d'amener le document. Ça permettra de mettre tout le monde un peu au clair, si tant est que le dialogue national a été. Le président, c'était Benjamin Itoé, qui était le président de cette commission. Ils ont fait un rapport en plénière. Et c'était diffusé à la CRTV, à moins que STV a décidé de ne pas prendre ça en relais. La deuxième des choses, c'est qu'il y avait des éminents professeurs à l'intérieur, Fogué, Mbandam. Nous avons des gens comme les Moïse James Kobila, vous avez par exemple des bâtonniers. Ils étaient tous à l'intérieur. Je fais sommaire de la résolution qui a été prise.
Sur le système éducatif, il a été acté que dorénavant, dans la zone anglophone, acté que dorénavant dans la zone anglophone, on verrait que les gens qui maîtrisent la langue anglophone. Ça a été acté au grand dialogue. Ça a été dit. Personne n'a remis ça en cause. Cela va de soi. Ça a été dit au grand dialogue. Donc je suis très surpris que cette loi qui vient après le grand dialogue remet en cause cette recommandation du grand dialogue. Ça veut dire que le RDPC est de mauvaise foi, manifeste, vise en fait de l'entourloupe qu'elle a voulu donner à ce grand dialogue national. Premier élément que je puisse. Deuxième élément que je peux t'apporter, c'est que, compte tenu du critère préalable dans la zone, on a même décidé de créer une école pour la formation des avocats de la zone anglophone. Ça a été acté, ça a été dit dans ce tour-là. On a décidé d'amener donc le cadre juridique. Donc bref, il y a un certain nombre de choses. J'ai poussé ces éléments-là pour que nous comprenions très bien l'esprit dans lequel ce gouvernement fonctionne. Si longtemps qu'on suppose que le grand dialogue était une recommandation et qu'elle est passée maintenant de résolution ou que le grand dialogue n'a servi à rien, c'est l'un ou l'autre. Ça veut simplement dire que ce gouvernement est de mauvaise foi. Samuel Motte, comment comprendre justement un tel projet de loi après le grand dialogue national? J'ai peur de constater que Hilaire Zipan soit en situation... Il a pris part au grand dialogue. Oui, mais alors? Nous tous. Mais alors? Ce qui dit à nouveau, et alors, ça veut dire que... Non, est-ce que ce que je dis, monsieur Dikam était au grand dialogue? Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? Non, c'est vrai. Monsieur Anissa était au grand dialogue. Est-ce que je dis est vrai ou faux? Bon, alors mais laissez monsieur... Laissez Samuel dans le cadre moi, je l'approuve toutes les recommandations du grand dialogue. On est d'accord, mais je dis que c'est les recommandations. Je n'ai pas dit que j'approuve. Attention. Je n'ai pas dit que j'approuve. J'ai rappelé les recommandations. J'ai toujours apprécié le secours que vous m'apportez quand on a envie de me fermer la bouche, parce que ce que vous venez de dire là, effectivement, ça ne demeure qu'une recommandation. Là, c'est une recommandation. Donc, c'est pas parce qu'il a été dans le grand dialogue qu'il doit se permettre ce genre de surenchère. Je ne me permets pas. Oh, il faut mesurer tes mots. Mesure tes mots, Samuel Motte. Je ne me permets pas. J'ai rappelé les résolutions, les recommandations du grand dialogue. Ce n'est pas une résolution. J'ai rappelé les recommandations. Merci, merci. Non, il y a des mots, il ne faut pas qu'il utilise. Hilaire Zipan, Samuel Motte encore la parole. Il ne faut pas qu'il utilise certains mots. Je vous en prie, Hilaire Zipan. Soyez tout à l'heure, faites preuve de beaucoup de modération dans vos votes. Tout à l'heure, Hilaire Zipan a été dans la surenchère. Quand on lui demande de se prononcer sur le cas de Majesté EFA, il prête des intentions à un ministre qui n'a nullement dit qu'il suspendait EFA parce qu'il est membre de MRC. Je vous rappelle effectivement, dans le cadre de cet arrêté, instigation et incitation à l'insurrection, insubordination notoire et participation à une manifestation publique interdite. Voilà ce qui a été retenu. Maintenant, je reviens à votre question. Mais c'est ce qu'on reproche au MRC, justement. Politicien, c'est ce qu'on reproche. C'est pas possible. Attendez donc. C'est bel et bien du MRC. Politique du... Alors, soyez de mauvaise foi vis-à-vis du MRC. Ça veut dire que c'est l'ADN du MRC? Non. Mais c'est ce qu'on reproche au MRC. S'il est militant du MRC et qu'il commet des actes délictueux, pour cette raison-là, à titre personnel, il peut être sanctionné. Donc, on l'a sanctionné parce qu'il était au MRC. C'est compris. Merci de la conclusion. À titre personnel, merci de la conclusion. Parce qu'il a participé à cet acte délictueux-là, il peut être sanctionné. Messieurs. Non, mais ils disent n'importe quoi. Parce qu'il a fait des actes délictueux dans le cadre... Je tiens à préciser que Samuel Motte a quand même souffert de vous écouter pendant que vous avez la parole. Donc, faites pareil, messieurs. Allez-y, Samuel Motte. Là également, ne restons pas dans la surenchère. Là, ici, sur votre plateau, vous avez eu l'amabilité de m'inviter un jour. Et j'ai posé la question en disant, je suis francophone, je suis à Douala. Il y a un de mes amis anglophones qui me rend visite et on a un contentieux. Qu'est-ce que nous faisons? Il ne va pas me dire, attendez d'abord qu'on rentre à Bamenda pour qu'il puisse être jugé. Et lorsque il va être jugé en zone francophone, c'est le code civil qu'on va utiliser. Mais là également, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, très souvent les lois ne sont pas favorables aux anglophones. Je vous signale quand même, au passage, que lorsque vous entendez dans un prétoire au Cameroun dire « je veux faire la gross examination », on ne parle pas du tout du français. Et la gross examination est contenue dans le code de procédure pénale qui nous est appliqué aujourd'hui. Et ce code de procédure pénale, il est d'application, il est d'emprunt à 100% anglophone. Vous avez bien vu que les francophones n'en ont pas. Et d'ailleurs, il y a une délectation particulière pour les avocats francophones de dire je vais faire la grosse examination à tel ou tel sujet. Et là également, attendez, lorsqu'on reste dans ce qu'il dit,
il n'y a pas absolument une contradiction entre le fait que l'on dise que l'on peut prononcer une justice en français ou en anglais. Il n'y a pas une contradiction particulière par rapport à une recommandation qui aurait été prise dans le cadre du grand dialogue. Et donc là également, il faut qu'on sache. Il faut aller plus loin en disant effectivement, dans le cadre des langues, il faudra qu'on trouve des langues par zone. Mais là également, on ne peut difficilement faire le développement d'un pays en faisant coexister deux systèmes qui mettent en situation d'insécurité aux citoyens. Dans la question que j'avais posée ce jour-là, et là également, voilà, la question que j'avais posée ce jour-là, effectivement, je me suis fait complètement insulter sur Internet en disant abruti, il y a la compétence juridictionnelle qui existe. En réalité, le point que nous sommes en train de soulever, c'est celui de l'insécurité judiciaire qui fait que lorsque vous faites coexister deux systèmes à l'intérieur d'une nation, les populations ne sont plus en sécurité. Et ce serait bien effectivement que l'on tende vers cela en disant qu'on va trouver quelque chose de commun. Qu'est-ce qui explique, dit comme vous le faites là, comme vous le dites là, qu'est-ce qui explique justement que la plénière d'adoption de ce projet de loi a été renvoyée à une date ultérieure? Donc jusqu'ici, on ne connaît pas exactement la date. Parce qu'il faut éviter des surenchères. Et quand vous vivez également dans le nord-ouest et sud-ouest, effectivement, nous sommes dans la surenchère absolue. Il faut peut-être que... Est-ce que ceux qui ont proposé la loi ne se sont pas simplement... Est-ce que ceux qui ont proposé la loi ne se sont pas simplement rendus compte de ce qu'effectivement les articles décrits avaient un problème? Finalement. Écoutez, si à titre personnel vous trouvez qu'il y a un problème, moi il y a toujours matière à débat. Mais si vous arrivez dans une assemblée, vous commencez à se chauffer des esprits, par moment, on peut reculer également pour mieux sauter. Mais en tout état de cause, il faut qu'on apprenne à parler français, qu'on apprenne à parler anglais, que l'on puisse parler les deux langues à la fois, et que lorsqu'on, dans nos agissements au quotidien, qu'on ne puisse pas commencer à avoir le cerveau anglophone ou alors j'ai le cerveau français. Je crois qu'il y a les problèmes fondamentaux et les problèmes conjoncturels. Conjoncturellement, on a dit pour calmer la situation qu'on va spécialiser les avocats en zone anglophone. Mais ce n'est pas sérieux. Quand la Constitution dit que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Cameroun, cela veut dire que indifféremment, que ce soit en zone anglophone ou en zone francophone, ces deux langues sont officielles. C'est-à-dire peuvent être utilisées partout comme telles. C'est bien cela. Mais c'est la crise anglophone qui a permis de reculer par rapport à l'esprit de la Constitution. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'au lieu d'avancer, on s'enferme dans cette affaire. C'est-à-dire on est parti maintenant où on va faire des bantoustans en fonction de la zone où on se trouvera. On a commencé par la justice. On va dorénavant dire que dans les écoles en zone anglophone, on va parler que l'anglais. Dans les zones, alors qu'en zone francophone, dans les écoles, on parle anglais. Il y a même des écoles où on ne parle qu'anglais. Et ça, c'est mieux que de réduire, de faire des réduits où on ne parle qu'une langue étrangère. Ça pose un problème. Axel Aibé. En fait, j'avais juste une petite observation sur ces remarques. Je suis complètement d'accord avec presque tout ce qui a été dit sur ce plateau, même si certains avis sont contraires. Mais vous êtes d'accord? Oui, parce que chacun a plutôt bien défendu sa position, mais je constate juste que le problème va demeurer tant qu'on n'ira pas vers l'harmonisation totale de notre système judiciaire ou de notre système éducatif et autres. Et vous voyez donc que j'arrive à être d'accord avec tout le monde, ou au moins à les mettre d'accord. Juste pour dire qu'une session... Ah, allez-y, il répond. Non, je pense que ce qui est tout à fait évident et ce que Anicet essaie de soulever, mais qu'on arrive peut-être là-bas au fond, c'est que nous avons un pays qui a quand même 60 ans d'existence. Il y a qu'on a hérité deux putains de guerres qu'on appelle en langue, le français et l'anglais, y compris à faire maintenant le franc CFA. Il y a que nos intellectuels auraient pu permettre à ce que l'on puisse travailler dans le sens de pouvoir faire une synergie dans ce sens-là. Mais il y a des travaux qui sont faits dans ce sens-là. Justement. C'est ce que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Laisse que j'y arrive. Mais comme il n'était pas du parti au pouvoir, on n'a pas pu donc l'intégrer comme un élément de construction nationale. Mais il était professeur à l'université. Oui, mais il n'était pas du parti au pouvoir. Parce que dès que tu es du parti au pouvoir, tout ce que tu dis, ça va dans le bon sens. Et donc, à partir de ce moment, au grand dialogue, je le rappelle, c'était l'une des recommandations. Donc, on a fait le grand dialogue pour reculer, en fait, pour faire baisser la tension dans la crise en fond et non pour solutionner le problème. C'est ce que tout le monde constate aujourd'hui. C'est ce que je veux que les téléspectateurs reconnaissent. Que nous qui avons parti au grand dialogue, on a fait ce dialogue-là pour baisser la tension et non pour résoudre le problème.
Premier acte que je donne. Donc vous êtes fait avoir en fait. Non, c'est pas fait avoir. C'est pas fait avoir. C'est ça. On s'est pas fait avoir. Dans le sens de la résolution. Non. C'est-à-dire qu'on a baissé la tension, mais on n'a pas de problème. Maintenant, Et tu peux rester sur cette ligne-là. permettez que j'y avance. Quand vous étiez tout à l'heure très, je vous écoutais deux secondes. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que il est évident que ceux qui sont là en place à l'heure actuelle ne veulent pas résoudre la crise. C'est ce qu'il faut que les téléspectateurs reconnaissent. Ils n'ont ni la volonté, ni la capacité, ni l'intelligence nécessaire pour résoudre la crise. Parce que comment comprendre qu'on veut superposer les problèmes sur les uns et les autres? Donc il faut une refondation de l'État dans toute sa globalité, que ce soit la Constitution, que ce soit un certain nombre de lois, que ce soit la manière de faire et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ce qu'ils ne veulent pas faire. Ils veulent donc résoudre les problèmes qui sont fondamentaux, comme disait Anisette, par un saupoudrage de pollution ambivalente, ambiguë, sur des contradictions dans lesquelles on ne peut pas avoir la clarté. Et quand on va revenir un peu plus loin tout à l'heure, on se rend compte, comme disait quelqu'un, qu'au sortir du grand dialogue et de l'esprit qui a été Annie était là, tout le monde attendait à tout sauf à une élection. On s'attendait à tout sauf à la convocation du corps électoral. On y va maintenant. Maintenant, les acteurs qui arriveront, c'est pour appliquer les résolutions du grand dialogue? C'est pour faire un nouveau dialogue? Est-ce que c'est pour faire des décisions nouvelles? C'est le débat que nous allons porter pendant la campagne. Bien sûr, parce qu'il faudra bien résoudre le problème anglophone. Ce d'autant plus que jusqu'à maintenant, il n'y a pas la paix. Le lundi, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans tous les cas, moi j'ai fait des activités là-bas. Il n'y a pratiquement rien le lundi. Rien de ghost. Allez-y, faut syndicat. Moi, je voudrais qu'on retienne sur ce plateau qu'il n'y a pas plus Camerounais que les autres. Ouais. Le président Anissel a évoqué tantôt. Nous vivons dans ce système depuis 60 ans. Et nous devons retenir que c'est à un moment donné la mauvaise gouvernance initiée par certaines personnes et le clientélisme de part et d'autre qui ont amené le pays dans ce conflit. Ouais. Il faut qu'on le comprenne. Ouais. Maintenant, il est question plutôt que de donner un statut spécial à d'autres Camerounais parce qu'ils sont d'expression anglophone, qu'on harmonise plutôt le système judiciaire. Parce que je devrais vous faire savoir, d'abord, et vous le savez, nous tous ici sur ce plateau, nous sommes presque tous des francophones, mais je suis sûr que parmi nos enfants, il y en a qui ont choisi de se faire de l'éducation anglophone. Et nous avons des enfants qui sont de culture anglophone, qui vont à l'école chez les anglophones, et ainsi de suite. Et nous devons intégrer aussi avec nous la culture anglophone, comme les anglophones doivent intégrer aussi la culture francophone. Et au niveau judiciaire et des administrations, on devrait harmoniser tout cela. Parce qu'en réalité, le véritable problème n'est pas tant de donner un système, un statut spécial à qui que ce soit. Le véritable problème, c'est de mettre sur pied les mécanismes fluides de dévolution de pouvoir au niveau local. Quand la décentralisation, effectivement, et avec le système des régions et autres, peut facilement régler le problème anglophone au Cameroun. Il n'est pas question ici de dire que oui, à partir d'aujourd'hui, quand vous êtes anglophone, vous avez droit à ceci, vous n'avez pas droit à cela. Quand vous êtes francophone, vous avez droit à ceci, vous n'avez pas droit à cela. Je pense qu'il faut harmoniser tous ces systèmes judiciaires pour que chaque Camerounais se retrouve dans son pays, dans un système judiciaire harmonisé et dans un système administratif qui profite à tout le monde. Merci, Faustin Dikam. La presse annonce justement une session extraordinaire de l'Ordre des avocats, mercredi, avec cette question promotion des langues officielles du Cameroun comme unique point à l'ordre du jour. Parlons à présent du projet de loi portant loi de finances 2020 en étude au Parlement. On note que comparé à l'exercice 2019 qui s'achève, le budget de l'État du Cameroun au titre de l'exercice 2020 connaîtra une baisse de l'ordre de 260 milliards de francs CFA environ. On va commencer par vous, Hilaire Zipan. Une baisse que vous saluez? Oh, est-ce qu'on peut saluer la baisse? Est-ce que vous revenez là? Non, on ne peut pas saluer la baisse. Non, le budget en lui-même, c'est une expression d'une politique. On peut avoir l'expression d'une politique qui est en hausse et après l'expression qui est en baisse. Vu dans cet angle-là, on peut avoir la relativité. Mais je pense que c'est la composante de ce budget qui va être très intéressante. Je ne comprends pas comment un budget peut être à la baisse quand vous lisez le dernier rapport de la Direction générale des impôts qui montre que d'après les objectifs qu'on a assignés à cette direction-là, on a plutôt perçu plus qu'on attendait.
premier élément. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. La douane en est pratiquement dans le même processus. Ce qu'on attendait au niveau de la douane, on a perçu un peu beaucoup plus, mais on ne comprend pas trop bien pourquoi le budget en lui-même dans sa globalité est vers la baisse. C'est peut-être les emprunts qui posent un certain nombre de problèmes. Si je bien articulé, si j'ai bien regardé avec beaucoup de... La deuxième des choses, c'est cette baisse me semble tout à fait évidente. Je pense que l'alarme a été tirée à plusieurs reprises par le JICAM, qui était le patronat, qui a dit que la plupart des entreprises souffraient d'un certain nombre de difficultés, notamment que le NOSO impactait beaucoup plus sur le taux de croissance. Je crois d'ordre à peu près 1,2% si j'ai bien suivi les propos de Célestin Tabamba. Le troisième élément, c'est le plan directeur de l'industrialisation du Cameroun. Et bien entendu, la repossession, si peut être indiquée dans ce budget-là. Et là, je pense que le ministre Dodo, du ministre de l'Industrie, a fait une sortie il y a quelques temps pour affirmer avec beaucoup de précision les avantages liés au plan directeur en ce qui concerne l'industrialisation. Mais dans le même temps, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de sociétés stratégiques qui étaient complètement dans le jargon de la privatisation, qui sont sous le point de ressortir. J'espère que tout à l'heure on en reviendra là-dessus. Et bien entendu, le dernier volet qui semble être complètement le transport. Mais tous ces éléments, mis l'un dans l'autre, montrent que les pays qui n'ont pas de littoral, à savoir la Centrafrique et le Tchad, sont en fonction un peu de cette fluidité de transport qui devrait permettre à ce que le taux de croissance soit. Donc, globalement, on peut se dire que le gouvernement reste dans la même dynamique. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que ce gouvernement restant dans cette même dynamique a des ratios, ou du moins a des points qui me semble qu'on peut interroger en disposant sur la crédibilité du Cameroun. Et puis, le dernier point qui me semble tout à fait très important, c'est l'endettement. L'endettement est tout à fait à l'horizon croissante, et puis on en prend beaucoup, mais à des petits montants. Au lieu de voir les choses globalement, de se mettre dans un plan trinal sur 3-4 ans pour pouvoir faire des gros investissements afin de développer l'emploi, on fait des petits emprunts, 200, 300, 400 milliards. Est-ce que cela permet à ce que l'on puisse aujourd'hui? Globalement, les Camerounais ont une bonne tenue en ce qui concerne les impôts. Globalement, les gens payent plus ou moins, mais c'est l'État qui, de l'autre côté, en tant qu'opérateur économique, ne peut pas payer sa dette parce que l'endettement du Cameroun est tout à fait très criard vis-à-vis des entreprises. Samuel Bout, ce budget est-il réaliste? Qu'est-ce qui justifie justement ces baisses? Déjà, quand vous dites qu'il y a une hausse, la hausse est par rapport à la révision qui était atteinte au mois de mai. Oui. Et donc, en réalité, on est pratiquement plus ou moins resté dans les mêmes eaux. Sauf qu'il y a eu une révision justement en mai 2019. Attendez, je reviendrai à la résolution parce que quand il est dit, on commence à m'accréditer sur le fait que tel ou tel organisme, notamment le GICAM, a dit ceci ou cela, c'est effectivement cette vision pessimiste-là de la croissance économique du GICAM, parce qu'ils ont été trop alarmistes sur le nord et sur le sud-ouest, qu'effectivement on est arrivé à ce niveau de prévision-là. Mais encore une dernière fois, il vaut mieux, lorsqu'on fait une prévision budgétaire, il vaut mieux que l'on soit positivement surpris, que l'on soit négativement surpris. Et dans le cadre effectivement de ce qui s'est passé sur le budget de 2019, vous voyez très bien qu'on a été tout à fait réjouis de constater qu'on pouvait nous annoncer des recettes supplémentaires qui ont poussé au fait Permettez que je puisse vous interrompre. Vous parlez de prévisions alarmistes en ce qui concerne les prévisions du GICAM, mais est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, le nord-ouest et le sud-ouest contribuent encore, comme je ne sais pas moi, en 2015, à l'assiette fiscale du Cameroun? Pour être... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'effectivement que c'est une participation négligeable. Cela dit, quand on fait une étude, il faut être sûr qu'on est sérieux dans ce qu'on dit après. Parce que quand j'ai regardé l'étude du GICAM avec plein de zéros sur les chiffres, je me rendais bien compte qu'effectivement, il y a quelqu'un qui s'est enfermé dans son bureau qui a commencé à critiquer les chiffres. Ça, c'est clair. Et ça, c'est l'expert comptable qui vous parle. Et dans ce cadre-là, effectivement, ils ont été lourdement démentis. Il serait bien également qu'ils les épandent quand ils les citent, qu'ils disent qu'effectivement, qu'ils ont été trop pessimistes par rapport à l'aide dans l'âme qu'ils jetaient. Et dans ce cadre-là, on a été également pessimiste dans la prévision budgétaire qui avait été faite. Bien entendu, si on est surpris après par une conjoncture plus favorable, le meilleur indicateur qu'on a effectivement quand on fait des prévisions budgétaires, c'est effectivement premièrement un cap qu'on se fixe, mais également des ressources qui sont accolées sur la capacité du pays à générer de la richesse. Parce que même quand on parle des impôts, les impôts sont assis sur la richesse. Quand vous avez des taux de croissance qui ne vous poussent pas à un optimisme exagéré, vous regardez par rapport à ce que vous entendez recevoir. Bien entendu, si
on mobilise un peu plus, on va faire comme on a fait en 2019, on va réviser et donc on va tenir compte de l'ensemble des rentrées fiscales qui ont été faites. Là également, il va dans une autre dimension en disant qu'on n'emprunte pas petit montant. Le but du budget, effectivement, c'est de dire, voilà ce que j'ai envie de faire comme investissement ou alors comme dépense de fonctionnement au courant de la période, quelles sont les ressources que je mets en face. C'est dans le cadre d'un déséquilibre éventuel qui peut exister entre cet objectif-là de mobiliser les ressources par rapport aux engagements que l'on veut prendre, qui peut faire en sorte que l'on emprunte. Si c'est avec 240 milliards que l'on boucle son budget, on le fera avec 240 milliards. Maintenant, on peut bien entendu être plus ambitieux en disant qu'on va reconstruire le Cameroun en une année budgétaire. Dans ce cas-là, on va demander un peu plus d'argent, mais nous voulons être raisonnables parce que la conjoncture, nous ne la maîtrisons pas nécessairement et donc on empruntera ce dont on a besoin pour pouvoir faire ce sur quoi on s'est engagé pour le moment. Axel Ibéon remarque également que le gouvernement camerounais a opté pour le relèvement des impôts sur certains produits. Qu'est-ce qui se joue à ce niveau-là, à votre avis? Je pense que le sens de ce projet de loi des finances va va dans le sens de la volonté du gouvernement de restructurer notre économie. Donc là, ils essayent d'élargir l'assiette fiscale. Ils vont taxer pas mal de nouveaux produits. Moi, ce qui m'a assez gêné, en fait, quand je lisais un peu partout les informations à propos de ce projet de loi de finances, c'est surtout la taxe sur certains nouveaux produits ou nouveaux services, comme notamment les activités de commerce en ligne. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que ça va être mis sur pied. Déjà, on sait que, je pense que vous êtes de Douala, donc vous avez vu la fermeture de Jumia récemment. On sait que c'est un secteur qui peine à survivre au Cameroun. Il y a eu ces discounts qui a fermé avant, à Free Market, etc. Et on veut encore plus taxer. C'est pas les taxes qui ferment, hein. C'est pas les taxes. Si, en partie, parce que en tout cas, Jumia justifiait justement la hausse des droits de douane, par exemple, au port. Et là, on veut en plus taxer les activités de service en ligne. Déjà, je me demande comment est-ce que ça va être fait, parce que vous savez que beaucoup prospèrent, beaucoup d'activités dans ce sens prospèrent via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Comment est-ce que vous ferez pour taxer une dame qui est chez elle et qui vend des vêtements en ligne sur un groupe Facebook? Bref, je comprends bien ce qui est recherché, mais je ne comprends pas comment ils vont faire pour arriver pour atteindre leur but, du moins. Anissé Kané, recette fiscale qu'on espère en hausse, c'est-à-dire augmentation également de la pression fiscale. Axel en parlait tout à l'heure. Une autre façon de dire que 2020 va être une année morose, une année difficile? Un budget, c'est une prévision. Cela veut dire que c'est une projection par rapport à l'avenir. D'abord, moi, je ne suis pas sûr que c'est vraiment une baisse du budget parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est exactement, sur les 6 derniers mois, c'est exactement le budget qu'on devait avoir. Je l'ai vu du côté du gouvernement. Quand on décide de baisser une baisse du budget, c'est soit qu'on n'attend pas autant de recettes, soit qu'on a décidé, soi-même, de réduire sa capacité à engranger des recettes ou à dépenser les sous qu'on a récoltés. Il ne faut pas oublier que même si ce n'est pas le cas, on est sous ajustement, d'une certaine façon. On a arrêté sous ajustement. Et que la volonté du gouvernement est bridée par soi-disant partenaires multilatéraux. Quand on regarde un peu sur le budget, ce que ces partenaires vont rapporter, c'est 115 milliards. La Banque mondiale, l'UE et le FMI. 115 milliards, ça fait à peine 3% du budget. Mais les décisions budgétaires sont bridées par ces organisations-là. C'est ça le problème de nos pays. C'est-à-dire qu'en réalité, la dette extérieure fait en sorte que les capacités, la capacité de manœuvre d'un gouvernement comme le nôtre est réduite à cause de cette dette. Parce que quand on dit que
on est sous ajustement. C'est comme si quelqu'un te prête de l'argent et tu lui demandes de gérer l'argent que tu vas récolter. Forcément, qu'est-ce qu'il va privilégier? Il va privilégier le remboursement de ta dette. Et forcément, te pousser à faire des économies sur ce que toi tu aurais pu faire. C'est ce qui caractérise ce budget-là. La situation morose et sur le plan économique du fait des deux fronts principaux, au nord et au nord-ouest, fait en sorte que ce budget ne pouvait être qu'à la baisse parce que la pression de nos partenaires l'incitait à être à la baisse. Donc moi, je pense que fondamentalement, c'est le problème de la baisse de ces... Faustin Ndikam, avant Samuel Motte, quel peut être justement l'impact de ces innovations, un nouvel texte sur les populations camerounaises? Les langues en jeu. Moi, je pense que nous parlons depuis un moment des choses trop compliquées pour les Camerounais. Vraiment, les Camerounais ordinaires qui nous regardent ont besoin de savoir que est-ce qu'en 2020, les Camerounais vont mieux manger au regard de cette... Voilà la question. Voilà là où il fallait... Quand je demande quel est l'impact sur les populations. Il ne faut pas parler en des termes compliqués. Vous voyez, les experts comptables ont parlé ici, les économistes, ainsi de suite. Le Camerounais... Est-ce qu'en 2020, le Camerounais lambda pourra mieux se soigner, pourra mieux manger, pourra mieux se vêtir et tout ce que vous voulez? C'est vers là qu'on tend, mais ce n'est pas très sûr. Le véritable problème du Camerounais, c'est de savoir qu'il peut vaquer aisément à ses occupations, que le panier de la ménagère peut être rempli, que ceux qu'ils ont votés ou ceux qu'ils ont nommés à des postes de responsabilité puissent travailler pour le développement du pays. Le gars qui est assis à Bodmakak, qui est à Moutenguene, ou bien chez moi là-bas à Fumban, ne comprend pas tout ce discours que nous avons ici cet après-midi. Il veut savoir si l'année prochaine, justement à partir de 2020, il pourra manger à sa faim. Et effectivement, nous avons des problèmes. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mangé à leur faim il y a un an? Expliquons-leur d'abord que le budget, ce n'est pas l'argent qu'on a rassemblé quelque part. On est allé déposer pour dire, bon, en 2020, on va prendre tel montant là pour aller faire. C'est un ensemble, et M. Maud et le président, ils l'ont expliqué, c'est un ensemble de recettes et de dépenses qui sont prévisionnelles. C'est-à-dire qu'on fait des prévisions sur ce qu'on va dépenser, sur ce qu'on aura comme recette. On essaie de voir si effectivement ça sera faisable. Parce que le Camerounais qui nous regarde en ce moment, qui est assis au marché Congo là, lui pense que c'est de l'argent, qu'on parle de 4 000 milliards, il se dit bon, le gouvernement a encore rassemblé 4 000 milliards pour aller bouffer, pour voler comme d'habitude. Non, il faut leur expliquer simplement que, oui, bien sûr, c'est ce qu'ils disent dans les quartiers. J'ai lu ce matin sur les réseaux sociaux un débat là-dessus, où il y avait des bons Camerounais qui pensaient que voilà, on a maintenant, pourquoi ils ont diminué de l'argent cette année? L'année dernière, c'était plus que ça. Aujourd'hui, ils ont diminué un peu pour ne pas montrer aux gens qu'ils sont toujours en train de voler. Donc il faut leur expliquer que c'est un ensemble de choses qui sont liées aux dépenses et aux recettes et que la situation actuelle du pays, avec les crises que nous n'avons pas prévues, a fait que le budget a été considérablement grugé et que ça risque de continuer en 2020 parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour amener ces deux régions du pays dans des conditions où les gens peuvent vaquer à leurs occupations, payer normalement leurs impôts et ainsi de suite. Samuel Motte, le mieux-être des Camerounais en 2020, ce n'est pas à prévoir au regard de ce nouveau budget. On va y aller en thème ça, parce que finalement, mais en réalité, on y est même si très souvent les difficultés du quotidien nous empêche de voir qu'effectivement que nous progressons. Non, on y est, sincèrement. Je voudrais tout simplement, avant de revenir à votre question, dire un petit mot sur Djoumia. Ça m'intéresse. Parce qu'on a tendance à remettre tout sur le dos du gouvernement. Pour moi, c'est une information qu'il m'apporte, ça j'étais pas au courant. Si Djoumia a fermé, moi je l'avais anticipé cette fermeture. Parce que c'était une entreprise qui était hors contexte. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le contexte camerounais. Mais justement, c'est ça que je suis en train de vous dire. Et parce que s'il y a une entreprise, parce qu'elle est hors contexte, on ne va pas pleurer pour cela. Attendez. Mais justement, c'est vous. C'est le gouvernement. C'est vous. Parce qu'au Cameroun, non. Au Cameroun, on a tendance à tout marchander. Le contexte est objectif. Attendez. Le Camerounais a tendance à tout marchander. Quand je vais chez Tchekenis,
Je suis presque sûr que j'ai gagné de l'argent parce qu'on m'a dit au départ c'est 100 francs, j'ai réussi à l'avoir à 75. Quand vous mettez... Je crois que vous n'avez jamais acheté sur Jumia. Parce qu'on ne marchande pas sur Jumia. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire, monsieur. Vous m'écoutez un peu sur Internet. Sur Internet, le marchandage, il est proscrit. On vous dit, attendez. On vous dit que le produit coûte 100 francs. Ils vont payer quel droit ici? On vous dit le produit coûte 100 francs, vous l'achèterez pour 100 francs. Psychologiquement, le Camerounais pense qu'il n'a pas gagné de l'argent parce qu'il n'a pas eu l'occasion de marchander. Deuxième chose, combien de Camerounais aujourd'hui fonctionnent avec des cartes bancaires? Même ceux qui ont des cartes bancaires ont tendance à le dire s'ils le mettent sur Internet. Il ne faut pas laisser dire. Vous êtes employé. Au-delà. Permettez qu'il termine. Hilaire, Zipa et Axel Ebé, vous n'avez pas la parole. Samuel Motte, vous terminez. Dis donc. Allez-y. Je dois vous laisser dire n'importe quoi parce que... Non, mais c'est vous qui dites n'importe quoi. Non, allez-y. Messieurs. C'est quoi le rapport entre... Donc, la prochaine fois, vous écoutez royalement, après vous réagissez. Quel est le rapport entre la carte bancaire... Axel Ebé, permettez... À partir du moment où vous demandez à un consommateur, monsieur, de payer par carte bancaire, alors que ce n'est pas dans ses habitudes... Ne le faisait pas, du moins. C'était en cache, c'était en oui, parlez de ce que vous connaissez. Je parlais on parle de... Non seulement on se perd, mais on perd également beaucoup de temps. Et on fait la publicité d'une entreprise. Le modèle économique. Il sort sur Jumia et on revient avec... Bon, maintenant, je reviens à votre question. Je voudrais à votre question. Très souvent, on est omnibulé par des difficultés du quotidien au point d'oublier qu'on avance quand même. Je vais vous donner un chiffre qui va nous mettre tous d'accord aujourd'hui. Là, vous dites, nous vivons bien, nous nous soignons pas. La conséquence de tout cela, nous avons des difficultés au quotidien. La conséquence de tout cela, c'est au niveau de votre espérance de vie. Si vous êtes, comme vous disiez, un siècle où on vous fait travailler dans des conditions totalement inhumaines, vous aurez tendance à mourir un peu plus tôt. Si vous n'avez pas la possibilité de vous soigner, vous mourrez un peu plus tôt. Si vous êtes, je veux dire, vous nourrissez mal, vous mourrez un peu plus tôt. Les statistiques que nous avons à notre disposition, c'est que je voulais partager avec vous, c'est de dire effectivement, de 1982, je pense à pour repère, pour des raisons que vous pouvez bien imaginer, on mourait à 51 ans. Si on peut ramener à 52 ans, aujourd'hui l'espérance de vie, elle est de 58 ans. Ça veut dire quand même qu'on progresse, ça veut dire qu'on se soigne, ça veut dire qu'on vit mieux, ça veut dire qu'on mange mieux. Et également là aussi, attendez, mais quand vous comparez... En fait, il y a tout le monde qui veut vous bondir dessus. Mais j'ai l'habitude. Et le propre, effectivement, c'est qu'ils me bondissent dessus. Mais au moins, les chiffres, ils sont d'une froideur absolue. Nous sommes pleins d'admiration pour la Côte d'Ivoire, moi aussi, très bien. Le niveau de l'espérance de vie en Côte d'Ivoire aussi est de 53 ans. Ce qui veut dire que ce Cameroun-là qu'on a tendance à vilipender ici ou là, on n'est pas si mal logé au Cameroun. Et donc, effectivement, quand on dit ce budget-là, comme celui d'avant et comme celui encore de plus avant, nous pousse à une amélioration de nos conditions de vie. Merci. Ces conditions de vie-là également qui se traduit aujourd'hui par le fait que nous avons une espérance de vie qui ne peut nous être enviée par d'autres personnes. Merci Samuel Motte. Allez-y, Moi, je suis très surpris. Je pense que Dikama a indiqué le sens dans lequel les téléspectateurs veulent comprendre. Ah bon, ils ne veulent pas comprendre l'espérance de vie. Samuel Motte. Dis donc. Samuel Motte. Allez-y. Le budget étant complètement une prévision, en 1982, ce budget était de 240 milliards. 240 milliards, M. Samuel Motte. Aujourd'hui, en 2020-2019, il est de 4 900 milliards. Parce que nous progressons. Samuel Motte. Bien. Une fois que j'ai dit ça, le Camerounais lambda doit faire la proportion entre 240 milliards et 4 900 milliards. Si l'on fait la proportion linéaire, on ne progresse pas. En 82, on était aussi 7 millions, maintenant on est 25 millions. Bien entendu. Donc c'est pour dire que... Donc vous lui donnez raison. Allons-y. Permettez qu'il poursuive son raisonnement. Je reste dans l'esprit de Dikam parce que c'est ça que les téléspectateurs veulent comprendre. Qu'est-ce qui compose au vrai sens pour le terminal lambda ce budget-là? C'est les impôts, c'est la douane et bien entendu le hors-budget. C'est 3 rubriques. Ne laissez pas de faire l'alchimie d'expliquer ce qu'est le Camerounais. Autrement dit, vous payez les impôts, on n'en paye plus qu'on a prévu. Parce qu'on est plus nombreux. On a prévu emprunter, payer les douanes, on paye plus qu'on a prévu. On a donc censé le hors-budget, on a eu plus de pétrole de recettes, plus qu'on a prévu. Il n'y a pas de raison que les Camerounais lambda ne puissent pas avoir l'emploi, se soigner et se nourrir. C'est aussi simple que ça. Il doit pouvoir avoir la 58 ans espérance. Permettez, quand vous prenez la ménagère qui me suit attentivement, autour le marché écrit tous les jours. Je fais le dernier reportage de Leila qui a fait bien entendu à STV. C'est à STV que j'ai suivi. On crie, la ménagère crie au quotidien. On criera toujours.
Je peux dire, monsieur Samuel Moll, vous voulez avoir raison tout bout. Donc vous laissez au plateau. Bien entendu. Donc laissez que les Camerounais comprennent que vous avez échoué et qu'on va trouver la solution à leurs problèmes. Et donc par conséquent, quand le JICAM dit, et là parce qu'il a ingréché complètement le JICAM qui est le premier employeur, parce que l'État, c'est pratiquement l'administration, dit qu'à l'heure actuelle, les mécanismes pris par l'État ne sont pas de nature à créer de l'emploi, à créer de la richesse, à donner plus de bien-être aux Camerounais. Et naturellement, le JICAM donc s'interroge. Une fois qu'il a dit ça, vous dites que le JICAM est alarmiste. Parce que quoi, quand on met la proportion des recettes que j'ai citées précédemment, entre ce qu'on redistribue sur les Camerounais, il y a un problème. Je prends un seul élément pour vous comprendre. Le système camerounais est déclaratif. Le 15 du mois, vous pouvez déclarer vos impôts. Aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il y a une date limite. Au-delà de ça, il y a une pénalité. Mais d'où vient-il qu'en même temps que l'État perçoit de l'argent, l'État est incapable d'honorer son engagement en ce qui concerne ses dettes? Vous connaissez combien ça court les décomptes. Donc dans le même temps, permettez que je termine. Vous avez parlé pendant... Non, c'est pas vous qui faites la loi sur ce plateau, c'est moi qui fais la loi. Vous avez parlé pendant 7 minutes. Souffrez que les autres également puissent s'exprimer. Vous terminez, Hilaire Zipa. Donc par conséquent, ce que les Camerounais sera attendu, c'est que en même temps que nous honorons à payer les dettes à date dite au niveau de l'État, en même temps l'État doit se donner l'obligation de payer bien entendu ses engagements vis-à-vis de nous à date dite auprès des entreprises et au point de contribuer au Camerounais. De cet équilibre macroéconomique aussi simple permettra en ce que le Camerounais lambda puisse savoir que l'économie avance. Célébé avant Anissé et Kané. Alors je voulais juste un peu revenir sur ce que... Pas sur Jumia, je vous en prie. Pas sur Jumia. Monsieur, c'est un directeur commercial. C'est dommage parce qu'il a dit n'importe quoi sur votre plateau. Je voulais corriger. Attendez l'expression du jeune homme. Moi, vous dites n'importe quoi. Déjà, on ne paye pas par carte bancaire sur Jumia, mais c'est pas grave. C'est le modèle économique d'Internet. Je ne l'ai pas inventé. C'est le modèle économique d'Internet. Le modèle économique d'Internet ne prospère pas au Cameroun parce que le gouvernement travaille mal. Je voudrais juste revenir sur... Information gratuite. Je constate... Mais je vous assure... Je constate que le RDPC est fidèle à lui-même. C'est le quantitatif et jamais le qualitatif. Donc, l'espérance de vie, 58 ans, c'est le qualitatif, monsieur. C'est même... Est-ce que vous allez le laisser poursuivre? Vous allez vous discipliner un seul instant, un peu. Si vous regardez sur STV, vous avez pu voir son reportage, le reportage de Madame Leila. Quand vous descendez, et là je vais dans le sens de Monsieur Djikam, quand vous descendez dans les rues du Cameroun et que vous leur expliquez que mais vous êtes très heureux parce que l'espérance de vie a augmenté. Ou alors est supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. Vous pensez vraiment qu'ils comprennent ça? Et ils peuvent te donner un coup. Je veux dire, soit on parle de façon claire à claire et on va vraiment au contact des populations. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes plus souvent en zone rurale. Mais c'est bien d'aller en zone rurale, mais il faut parler aux gens qui sont autour de vous. Si vous allez juste pour vous reposer, peut-être que vous n'avez pas conscience que les Camerounais ne sont pas si heureux que vous voulez bien le prétendre. Vous dites qu'on mange mieux. C'est pour les enterrements. Oui, c'est vrai qu'aux enterrements, on mange bien, on boit bien. Donc peut-être qu'une fois que vous êtes rentré des enterrements, on sait que tout le monde est heureux. Un élu local, hein. Anissé là-bas pour les enterrements. Messieurs. C'est le jeudi qui va. Voilà, tout s'explique parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut aller en zone rurale. Comment quelqu'un peut aller en zone rurale et avoir... Revenons, sérieusement. Vous étiez le premier à me dire que je dis n'importe quoi. Et je pensais vraiment que vous alliez apporter quelque chose à ma réflexion, mais franchement, vous n'avez rien apporté du tout. Bon, je pense qu'il ne faut pas verser dans le populisme. On ne peut pas analyser le budget. C'est des choses macroéconomiques et l'expliquer en même temps aux Camerounais lambda. Si on analyse le budget ici, c'est bon. On peut difficilement en même temps analyser en termes macro et expliquer aux Camerounais de façon micro comment sa situation va évoluer. Moi, je pense que la difficulté qu'on a en réalité à percevoir ce qui se passe au niveau de notre gouvernement, c'est qu'il communique très peu, en fait, sur le budget. Il communique très peu. Et d'abord, il amène le projet de loi tardivement à l'Assemblée nationale, alors que la discussion sur les orientations budgétaires doit précéder, en fait, le projet de loi.
parce que les Camerounais, le gouvernement doit en réalité expliquer où est la situation économique avant de proposer un projet de loi, puisque lui-même, normalement, est censé le discuter avant qu'il fasse l'objet d'un projet de loi. Il y a des arbitrages au niveau du Premier ministère. Mais comme il communique très peu, et que même les représentants du peuple le voient à la dernière minute, c'est toujours difficile après coup d'en discuter. La difficulté de notre pays, c'est le fait que sa politique économique est encadrée de l'extérieur. C'est la difficulté majeure. Parce que... Les bailleurs de fonds? Bien sûr, on a justement, même s'il prend un autre terme. Parce que Maud a parlé tout à l'heure de l'espérance de vie. Vraisemblablement, il doit avoir augmenté, si c'est les statistiques qui veulent. Mais on ne peut pas, dans nos pays, avoir comme seul critère sérieux l'augmentation de l'espérance de vie, parce qu'il y a tellement un fossé entre les différentes classes sociales que ces 58 ans, quand vous allez voir un ouvrier qui travaille 12 heures par jour, son espérance de vie est très loin en dessous. C'est vrai que les amis de Moto ont la capacité de se soigner. Mais quand on reste dans ce budget... À l'étranger, il faut préciser. Même ici, dans les cliniques UP, il y a 15 milliards affectés au processus de santé universelle. 15 milliards. Ça fait 10 ans qu'on parle de l'assurance maladie universelle. Ce budget, il y a 15 milliards affectés. 15 milliards. C'est-à-dire, je n'ose même pas faire les calculs. On est à 0,000 du budget, alors que c'est l'élément fondamental, justement. Essentiellement. De l'espérance de vie. De l'espérance de vie. 15 milliards. C'est ça, monsieur l'expert comptable. Oui, mais l'espérance de vie progresse. On sort. Vous, avant monsieur Maud, parce que... Oui, moi je voudrais dire qu'au-delà de toute l'abondante littérature qu'on peut déverser sur le budget au Cameroun, il faut comprendre que malgré les problèmes, malgré tout ce qu'on a comme souci, les Camerounais ont un seul problème, c'est celui du manger ensemble et non du vivre ensemble. On a réglé ce problème depuis. On a toujours vécu ensemble. On n'a pas un problème de bilinguisme, machin, et ainsi de suite. On n'a pas un problème de vivre ensemble. On a un problème de manger ensemble. Aucun fonctionnaire camerounais ne réclame à l'État du Cameroun aujourd'hui un seul mois de salaire. Je crois que je peux me tromper. Non, ça c'est vrai. Voilà. Il y a la dette intérieure est en train d'être payée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, au Cameroun. Les prestataires de services qui sont dans les marchés publics sont payés régulièrement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, mais il faut aussi reconnaître les efforts qui sont faits en face. Merci. Mon cher ami, on sort définitivement de ce sujet avec vous. Qu'est-ce qu'on doit... Je suis en parfait accord avec vous. Personne n'a dit que dans tous les ménages, il n'y a que du bonheur. Parce que le jour où on s'installe sur du bonheur, ça veut dire qu'on a arrêté toute forme de progrès. On a toujours des difficultés qu'on éprouve au quotidien. Il y a des espérances que nous avons certainement des difficultés à atteindre de temps en temps. Mais une chose est de constater que nous progressons. Nous progressons certainement pas au rythme de Hilaire Zipan, mais nous progressons tout de même. Et quand on dit effectivement, quand je prends ce chiffre de synthèse-là, c'est la fin de la vie à la réalité. Vous allez tout faire, vous allez mieux manger, c'est peut-être pour mieux dormir. Vous allez vous soigner, c'est peut-être pour vivre longtemps. Vous allez faire telle ou telle chose. Et c'est pour ça que je prends ce chiffre-là de synthèse qui nous met tous à cheval. Mais sinon, dans tous les autres secteurs, vous allez également voir qu'il y a des améliorations. Qu'il y a un certain nombre de personnes. Très bien, Anissé, je suis là également en parfait accord. Mais à partir du moment où je vous ai identifié, je sais que c'est le marxiste qui parle, je n'ai aucun problème là-dessus. Le marxiste et léniniste qui est en train de parler. Ça veut dire... Non, c'est pas. C'était juste une forme de taquinerie. C'est tout simplement pour vous dire que tu as parfaitement raison, que de dire effectivement, quand on dit espérance de 58 ans, il y en a qui meurent à 25 ans. Ce n'est qu'une moyenne. Mais au moins, ce que j'ai voulu souligner dans mon intervention, c'est de dire effectivement, mais nous ne pouvons pas être des leaders d'opinion et être des gens des porte-parole, des gens qui ne mettent en avant que la souffrance au quotidien. Quand je vois PCRN, pour pouvoir dire, vous êtes rentré dans quel ménage? Oui, Hilaire Zipan, la personne
sur ce plateau qui vit au village, c'est moi. Je ne connais même pas là. Pour les enterrements. Non, c'est pas pour les enterrements. La preuve, c'est que j'en sors là hier. J'ai failli recommander cette émission-là parce que j'y étais. Deuxième chose également, je suis le président de section RDPC Nkam Sud-Est. Naturellement, c'est des tombes. Votre référence politique, c'est à Douala premier. Et alors, il faut arrêter avec cette histoire-là. Le gars qui vit au village, c'est pas Douala. Samuel Motte et Hilaire Zipan. Merci, messieurs. Voilà. Concession du terminal à conteneurs de Douala, la procédure de désignation suspendue. Vous me faites perdre mon latin finalement. La chambre administrative de la Cour. Vous deux, j'aurais pas dû vous inviter vous deux ensemble. La chambre administrative de la Cour suprême a rejeté le pouvoir en cassation introduit le 21 août par le port autonome de Douala qui sollicitait la suspension de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif du littoral dans l'affaire APM Terminal Bolloré contre le port autonome de Douala. On va commencer par vous, Hilaire Zipan. Qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement à travers cette décision de justice? D'abord, le port autonome, c'est une société stratégique. À ce titre-là, il faut qu'on prenne beaucoup de réserves lorsque on appréhende ce problème. Parce qu'un pays sans port, c'est pas un pays. Surtout que nous servons 2 autres pays ou 3 pays à l'intérieur. La deuxième, il y a eu une concession il y a 15 ans avant. Et elle devait prendre fin en principe le 31 décembre 2019. Entre-temps, il n'y a que le port se réserve, naturellement, de par les dispositions légales, de par le ministère du tutelle, de par le gouvernement, de par la présidence de la République, vous voulez tout l'encadrement nécessaire, de savoir si elle va reconduire la concession ou pas. Et donc, le gouvernement de l'État du Cameroun a choisi donc de faire un appel d'offres pour que nous puissions très rapidement solliciter quelqu'un d'autre de nouveau pour essayer de gérer ce port-là. Il s'avère que, naturellement, le concessionnaire sortant estime que la procédure n'était pas en sa faveur. Et donc, a donc estimé qu'il faut donc recommencer tout. C'est ce que nous allons prendre en français facile, ce qu'on a dit. Pour autant, ça n'empêche pas que le 31 décembre, à minuit, le contrat de M. Bolloré prend fin. C'est cette partie-là qui me semble tout à fait très intéressante. Et je pense que j'ai planté le décor là pour que nous, les téléspectateurs, comprennent. Et ensuite, on reviendra pour savoir qu'est-ce qu'on fera après le 31 décembre avec M. Bolloré. Fossin Dikam, comment est-ce que vous analysez justement ce verdict de la Chambre administrative de la Cour suprême? J'ai l'impression que depuis un moment dans ce pays, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires ont pris en otage la gestion de l'administration à leur propre compte. Je ne reviendrai pas sur ce que Hilaire vient d'évoquer. Nous savons très bien qu'en 2005, le port autonome de Douala a signé une convention avec le groupe APTM Bolloré de 20 ans pour la gestion, la concession du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. Naturellement, ce contrat arrivait à son terme le 31 décembre 2019. Mais sauf que, entre-temps, le port autonome de Douala, naturellement, a lancé un appel d'offres international pour le recrutement d'un nouveau concessionnaire. Il se trouve que les procédures ont été stipendiées. Il se trouve que la justice camerounaise qui a été saisie par le groupe APTM Bolloré, qui ne comprenait pas que lui, qui gère près de 208 ports dans le monde, lui, qui a l'un des plus grands transporteurs maritimes dans le monde, qui est Maex, puisse se retrouver en 7e position lors du décompte final. Voilà comment est-ce que Bolloré s'est retrouvé devant les tribunaux camerounais avec le port autonome de Douala. Et la justice, pour une fois, disons que voilà une institution sur laquelle on dit beaucoup de mauvaises choses, mais qui essaie quand même de faire son travail par moment. La justice a fait son travail. Et la justice s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait un problème. La justice a pris donc la décision de suspendre le processus. Vous vous souvenez bien que lorsque cette première décision est arrivée, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a écrit au directeur général du port autonome de Douala, dans un premier temps, pour demander sur haute instruction du président de la République, d'accélérer plutôt le processus d'attribution. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait de la décision de justice? Rien du tout. Le port autonome de Douala a continué. Jusqu'au moment où le chef de l'État s'est rendu compte qu'il y avait problème.
et a demandé une nouvelle fois que ce processus-là soit suspendu en attendant la décision de justice. Et la décision de justice, c'est celle que vous avez évoquée tout à l'heure. Mais sauf qu'après cette décision de justice, on s'est rendu compte que le port autonome de Douala avait une autre corde à son arc. Ils se sont réunis en session extraordinaire en sa 84e session. Oui. Et le conseil d'administration a entériné toutes les procédures jusqu'ici mises en place par le directeur général. Ils ont là-dedans créé une société de régie et ils disent que, comme de toutes les façons, ce contrat de Bolloré finit le 31 décembre, à partir du 1er janvier 2020, ils reprennent à leur compte, avec leur nouvelle régie, la gestion du terminal à conteneurs. On reviendra avec la suite après. On va donc se poser quelques questions. Que devient la décision de justice? Que devient l'instruction présidentielle sur la question? Et puis maintenant, je vais finir, M. Mout. Vous allez prendre la parole. Voilà. Et puis maintenant, il se trouve que cette nouvelle société, cette nouvelle régie déléguée, ils ont appelé ça régie déléguée, qu'ils ont mis en place, va avoir affaire à un nouveau logiciel que le port autonome de Douala a acquis aux Américains à 2 milliards. Ça s'appelle Navistos. Mais sauf que, en disant qu'ils vont reprendre pour eux la gestion de ce terminal à partir du 1er janvier, il faut au moins 6 mois à leurs employés pour s'imprégner de manipulations et de la gestion de ce logiciel. Ce n'est que demain qu'ils vont commencer au niveau du port autonome de Douala la formation là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces employés du DIT? Va-t-on les reprendre sous le compte de la régie? Ou bien va-t-on les mettre dehors? Qu'est-ce qu'on fera de tous les avantages qu'on sait que les employés du DIT ont eu ces dernières années relativement à la gestion de leur carrière? Voilà autant de questions qu'on se pose et où on se dit qu'à la fin, il faudrait qu'une réponse soit vite trouvée parce que comme l'a indiqué Hilaire Zipan, il s'agit quand même d'une structure qui est stratégique, ouverte sur la façade maritime et qui est très important non seulement pour le Cameroun, mais pour la sous-région. Axel Ebé, avant Anissé Kane, est-ce que vous avez été surpris par cette décision de justice? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que quand je l'ai vu, quand j'ai vu Bolloré et son fils d'ailleurs faire des pieds et des mains pour une fois que la décision a été rendue, je me suis dit bon, ça va être comme d'habitude au Cameroun. Je pense que il faut lire entre les lignes. Bolloré avait l'impression de perdre les clés du coffre. Et il se bat, c'est de bonne guerre pour essayer de les récupérer. Je vous rappelle quand même que Bolloré a été placé en garde à vue en France en août de cette année, je pense, au mois d'août. Et alors, je termine ou pas? Pour motif de soupçon de corruption dans l'attribution des ports de Conakry et de Lomé, donc de Guinée et du Togo. Mais pas du Cameroun? Non, pas du Cameroun. Pour le Cameroun. Écoutez, si vous voulez être naïf, vous avez le droit. Non. Ah ben dis donc, il est fort le jeune. C'est vous plutôt qui êtes naïf. De toute façon, on pourrait aussi vous dire que les Italo-Suisses aussi ont été mis en examen. On ne fait même pas encore un mois. De Bolloré. Faut syndicat. On parle de ça après l'émission, mais là on parle de Bolloré. Je crois que c'est lui qui est l'adjudicataire provisoire. Jusqu'ici. Retenu par le port autonome de Douala. Permettez qu'ils poursuivent. Donc, bon, moi je me dis que c'est un personnage, ou du moins c'est une entreprise un peu douteuse. Voilà. Maintenant, dans la procédure d'attribution. Il est parfait parce qu'il dit des choses comme ça. Ah non, j'essaie seulement de l'écouter. Vous ne voulez pas me laisser terminer. Messieurs. Dans la procédure d'attribution, les chiffres que j'ai lus parlaient de 62 milliards, il me semble, que le groupe DIT APTM, le consortium DIT APTM aurait versé à l'État camerounais, alors que TIL promet 357 milliards sur 15 ans. Bon. C'est une promesse. Je peux terminer. C'est une promesse contractuelle. Voilà. Bon, maintenant, je me dis, bon, si on est au plus offrant,
je trouve logique ou du moins au mieux disant, je trouve logique que Bolloré soit classé 7e sur 9. En fait, j'essaie de comprendre. Je n'étais pas dans la procédure d'attribution, je n'étais pas à la Cour suprême ni dans toutes les juridictions, mais j'essaie de comprendre sur quoi est-ce qu'il se base en fait pour penser qu'il n'aurait pas dû être 7e et donc il aurait dû être. Quand vous ne connaissez pas, dites humblement aux gens que vous ne connaissez pas. Ne venez pas tergiverser sur un plateau de télévision. Donc il n'était pas 7e. Ici, il s'agit de donner des informations pures. Donc il n'a pas été mis en garde. Cher ami, nous parlons de faits. Mais je n'ai parlé que des faits là. Non, vous le fait est qu'il était 7e sur 9. Le fait est qu'il était placé en garde à vue. Le fait est qu'ils ont versé 62 milliards sur 15 ans. Ce ne sont que des faits. Merci messieurs. Merci messieurs. Le regard d'Anissé Kane. Moi, non, pas ça d'Anissé Kane. Je regarde d'un Camerounais qui... Anissé s'appelle Anissé Kane. Oui, mais qui aime son pays, qui est ni défenseur de Bolloré, ni des autres Bolloré suisses, canadiens, etc. Parce qu'apparemment, là, on se mord la queue. Pourquoi il y a problème? Parce qu'on a oublié, on a dit que c'est une entreprise stratégique. Si elle est stratégique, on ne devait pas la brader. Comme c'est le cas aujourd'hui, on se retrouve avec deux camps. Merci d'embrayer sur la première prise de parole. Qui divisent l'exécutif camerounais. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça divise l'exécutif camerounais. Chacun a son Bolloré ou son Suisse. Et on arrive aujourd'hui à une situation où l'entreprise camerounaise, le port autonome de Douala, est embêtée. Parce qu'il rentre lui-même dans ce circuit dangereux, obligé de faire continuer l'activité, mais en rentrant dans une procédure judiciaire dans laquelle il n'est pas. Parce que le port décide de faire sa régie. Mais parce qu'il faut quand même continuer l'activité portuaire. Mais il y a des décisions de justice qui sont là, comme une épée de Damoclès sur le port autonome de Douala, l'entreprise camerounaise stratégique. C'est ça qui pose problème. Parce que de part et d'autre, on s'est battu pour imposer soit Bolloré, soit les Suisses. Apparemment, comme ça arrive souvent dans ce genre de situation, s'il y a plusieurs camps dans la mafia, ça se termine toujours très mal. Effectivement, il s'est agi de la mafia. Voilà, on y reviendra. Absolument. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce plateau. Ah oui. Ce qu'il faut faire, c'est privilégier le pays. Et le pays, c'est le port autonome de Douala. Pour situation stratégique. Je l'ai bien dit stratégique. Et là, ça dépend du chef de l'État. Qui doit prendre une décision sur cette affaire. Samuel Anissé Kane l'a bien dit qu'avec cette situation, ce conflit entre le port autonome de Douala et le groupe APM Bolloré, c'est tout l'exécutif camerounais qui est finalement divisé. On a bien vu à un moment donné l'État du Cameroun qui semblait soutenir les décisions du port autonome. Après, on a observé un volte-face. Ma question c'est de savoir quel rôle finalement ont joué les diplomaties de couloir sur le plan économique pour atterrir à ces décisions-là. Moi, je veux être factuel. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a un débat qu'on a commencé aujourd'hui sur le système judiciaire anglophone qui a un prolongement direct ici. Je pense quand même qu'il est de bon ton que pour tout justiciable, qu'il y ait toujours des voies de recours lorsqu'on est heurté à une difficulté quelconque. Et vous avez bien vu que l'appareil juridique que l'on donne à la personne qui se sent heurtée, c'est de dire effectivement que vous pouvez saisir le juge administratif. Ce qui n'aurait pas été possible si on était en zone anglophone. Mais en tout état de cause, je pense que cette décision-là, tout au moins cette procédure-là fera jurisprudence. Là également, vous allez sourire, mais vous avez également eu l'occasion de m'inviter ici. On a parlé effectivement des points d'attribution de marché au Cameroun. La procédure telle qu'elle est déroulée aujourd'hui donne très peu de chances au recours lorsqu'une personne à l'intérieur d'un marché se sent lésée. Et ce que vous appelez ici la contradiction à l'intérieur de l'exécutif, non, il y a tout simplement un rappel à l'ordre qui a voulu qu'on dise attendez d'abord que la procédure judiciaire. Il y a eu accélération. Il y a eu d'abord accélérer le processus. Ensuite, on a eu. Il n'y a pas eu qu'une seule même signature. Il n'y a pas eu qu'une seule sortie. Écoutez, la suspension, elle a été prise par le pouvoir le plus élevé de la République. Et donc, vous pouvez également considérer que
tout ce qui a été pris en bas étage, ce n'était que des positions qui ont été balayées par la suite parce qu'ils pensent que le président de la République, à travers le secrétaire général, disant effectivement, attendez d'abord que la procédure judiciaire puisse trouver son verdict. Ça a été la bonne position en ce qui me concerne. Parce que ce qui se passe dans le marché public au Cameroun, c'est de dire effectivement que lorsque vous avez été lésé et que vous faites une contestation, on considère que, et c'est le code du marché qui le dit, c'est d'ailleurs pas des histoires de la mafia, on considère que la procédure n'est pas suspensive. Je pense qu'effectivement que ce qui vient de se passer avec Bolloré, effectivement ça va créer une jurisprudence qui va amener soit à réformer le code des marchés au Cameroun, soit chaque fois qu'il y aura une procédure, on va se référer à ce qui a été fait par Bolloré. Maintenant, pour les problèmes là, de savoir est-ce que c'est une bonne décision, ce n'est pas une mauvaise décision, nous sommes tous unanimes sur ce plateau que c'est une entreprise stratégique. Mais en tout état de cause, ce n'est pas parce qu'elle est stratégique qu'elle va passer outre les intérêts des uns et des autres. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si dans la prise de position, les prises de position qui ont été faites jusque-là, qui a raison, qui a tort. On va effectivement attendre. Et également, il est de bon ton, effectivement, si le port autonome de Douala estime qu'il peut mieux gérer cette affaire-là en utilisant les moyens propres, ce sera tout bénéfique parce que dans le cas de ce qui se passe, dans le cas d'une concession, les bénéfices, vous les répartissez. Oui. Si en intérieur, on peut nous apporter l'information selon laquelle... On aurait dû passer plus tôt. Non, mais on a commencé par ça. Si, on a commencé par ça. Non, on a commencé par ça. Ce n'est qu'une parenthèse pour le moment. Oui. C'est-à-dire que le port autonome, c'est la première fois qu'il faisait une concession de cette envergure. Mais si on était également, mais vous allez encore me renvoyer ça sur la figure, si on a été obligé de recourir à une concession, c'est peut-être parce qu'on n'a pas été à niveau. Peut-être on peut espérer qu'aujourd'hui on a eu notre temps d'apprentissage, 20 ans ça a duré, absolument, et qu'on peut prendre en charge le fonctionnement de ce port. Mais ce que je voulais retenir en ce qui me concerne, c'est qu'effectivement il y a une procédure judiciaire, comme pour dire effectivement que dans ce Cameroun qu'on a tendance à vilipender, il y a des procédures qui marchent. Et n'y voyez pas nécessairement une main suisse, une main de Bolloré. Le monsieur a porté plainte, on a estimé effectivement qu'il n'était pas dans le droit du port autonome de Douala de passer le marché dans ces conditions-là. On va voir comment c'est. Hilaire Zipan, quelle suite justement, quelle suite après la 84e session du conseil d'administration je pense du port autonome qui a justement entériné toutes les décisions prises par le directeur général de cette entreprise? Je pense que tout à l'heure j'ai commencé par dire aux téléspectateurs que c'est une société stratégique et j'ai essayé aussi simplement possible qu'on ne rentre pas dans les polémiques antérieures, postérieures. Au jour d'aujourd'hui, la procédure pour l'attribution de la concession du port autonome de Douala est arrêtée. Un point, un trait. Maintenant, y a-t-il une disposition juridique permettant au port de Douala de continuer l'activité en l'état? Oui. C'est de ça qu'il s'agit, M. Ndjika. Oui. On n'a pas dit non. Oui, voilà. Bien. Laissez qu'on y arrive. Donc, oui, elle continue. Elle décide donc de continuer l'activité portuaire en régie déléguée. Autrement dit, le directeur général du PAD est chargé donc de nommer un directeur délégué chargé donc de cette partie, de cette activité du port qu'elle récupère. C'est pour ça qu'elle est stratégique, on ne pourrait pas arriver là-dedans. Parce que quoi? Le port, lorsqu'on enlève un conteneur, on dépose sur le quai portuaire, il faut le mouvementer. Et le mouvementer, si vous voulez qu'on interroge la manière où ça se gérait précédemment, c'est je vous dis c'est la mafia haut niveau. Du haut niveau. Monsieur Ndjika, je ne veux pas rentrer dedans. Du haut niveau. Mais tout à fait, monsieur. Oui, c'est du haut niveau de la mafia. Tout à fait. On avait écarté, laissez que je termine, je suis dans les dispositions légales. On avait écarté essentiellement les transporteurs que nous sommes, régis par une disposition légale, par une loi qui encadre notre activité. On a complètement dissimulé ça, plus ou moins, chez les aconniers, chez les concessionnaires chargeurs, passés à gage, et on passait tout le temps, Bolloré passait tout le temps à surfacturer cela. Maintenant qu'on est en régie et qu'on est d'accord là-dessus, il faut qu'on applique. La deuxième chose que je voudrais faire, Madame Dela, au-delà du fait que Bolloré, avec le terminal à conteneurs, Bolloré gérait un pan encore plus que stratégique dans notre économie qui était Camrail. Et là, c'est la catastrophe. Les coûts sont exponentiels. C'est vraiment la... C'est plus que jamais le temps de dire à M. Bolloré, c'est bon,
le coffre, c'est terminé. L'État du Cameroun a récupéré. Dorénavant, nous ne le gérons pas nous-mêmes. Nous avons de la compétence et nous sommes en train de prendre les dispositions dans les 23 jours pour que nous, les transporteurs, nous soyons sur le quai, sur le pied, dans le sens du patriotisme, comme dit Anicette Ekane, pour que nous profitons des retombées du port. Mais on ne va pas à l'université pour porter un conteneur. Mais Axel, est-ce que les nationaux ont réellement la capacité pour gérer? Oui, oui, madame Léla. Oui, oui. La question ne s'adressait pas. Je vous la posais pas. À vrai dire, il vient me sauver parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si les nationaux ont vraiment la possibilité de... Oui, le port est composé de quoi? Des aconniers, des chargeurs, des transporteurs. C'est ça. Et là, nous sommes professionnels dans le transport, professionnels chez les aconniers, professionnels. Nous appelons dans la tutelle du ministre des Transports pour régler ces détails-là le plus tôt possible avant que le patriotisme ne prenne droit sur des gangsters qui sont venus installer un coffre à sous. Je pose la question parce qu'il y en a qui estiment justement que... Est-ce que nous pouvons aussi prendre la parole? Pour pouvoir maîtriser les... En fait, on n'a plus droit à la parole. Allez-y. Si c'est le cas, j'aurais tendance à préférer que ce soit un Camerounais qui gère. Mais bon, vous avez soumissionné. On l'a déjà fait, c'est en droit de ligne. C'est déjà trop terminé. D'accord, donc peut-être que si c'est il qui gagne, vous aussi vous allez introduire. Ah, mais naturellement, le ministre va gérer cela. Allez-y, faut se nous avons compétence à ça. On peut se faire écouter quand même. Oui, vas-y. Je vois des gens faire de l'esbrouf au point de paraître grotesque devant les spectateurs qui attendent qu'on leur donne la vraie information sur ce sujet. Exact. Voyez-vous, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu effectivement une mafia où des gens ont pensé qu'ils pouvaient faire venir n'importe quel kidam pour remplacer le groupe Bolloré au port autonome de Douala. Cela a été vu par la justice lorsque le Bolloré a porté plainte. Et aujourd'hui, nous connaissons les résultats. Monsieur Mott, je vous prends un exemple simple sur 1000. Lorsqu'un groupe vous dit, qui vous promet 375 milliards. Non, c'est suspendu. On ne peut plus faire le débat. Écoutez, c'est suspendu. Vous avez dit à jour, monsieur Dikam. C'est suspendu. On est dans la gestion déléguée. C'est suspendu. Pourquoi vous ne voulez pas que les autres parlent? Allez-y. Hein? Mais c'est suspendu. Oui, mais je n'avais pas fini mon propos, monsieur. Soyez un peu poli avec les gens. Vous avez remonté les bretelles à monsieur Mott tout à l'heure. Vous faites exactement la même chose que Samuel. Alors, on ne peut pas... Vous ne pouvez pas... Quand vous faites des promesses de ce genre, c'est chez un banquier que vous irez prendre de l'argent, hein? C'est pas dans vos poches que vous prenez de l'argent. Et je ne vois aucune banque au monde, voilà un expert comptable qui est en face de nous, qui peut accepter de mettre son argent dans une entreprise où il n'a pas au préalable fait l'audit de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'on a vu que le gap qui est entre les 68 milliards de Bolloré et les 375 milliards de TIL, 357 milliards de MSC TIL était préoccupant. Moi, j'ai dit... Ah, c'est pour ça que vous avez porté plainte? Bolloré a porté... Non, c'était pas seulement pour ça. Les procédures, dès le départ, je l'ai dit, étaient stipendiées. Voyez-vous? Alors, maintenant, qu'on en est arrivé à une décision de justice, évidemment, et Hilaire l'a dit, le port autonome peut se réserver le droit, n'est-ce pas, de créer une structure déléguée pour pouvoir gérer le terminal. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sauf que nous posons des questions. Quand je dis nous, en tant que journaliste, je ne suis ni employé ni avocat de Bolloré. Donc voilà. Nous posons des questions simples. Vous savez très bien que le port autonome de Douala a préparé sérieusement cette éventualité. La preuve, lors de la 84e session du Conseil extraordinaire, d'administration extraordinaire, vous avez remarqué que l'entreprise a été créée, un logo est même déjà prêt. Vous avez constaté que bien avant, ils ont même acheté le logiciel Navis TOS pour pouvoir gérer cela dans les jours à venir. Pour éviter la cessation des activités. Des activités, effectivement. Exact. Alors, il se trouve que nous posons juste quelques questions. Au terme de nos enquêtes sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que le port autonome de Douala, qui prétend commencer
à son propre compte la gestion du terminal à conteneurs au 1er janvier 2020, oui, a un logiciel sur lequel ses employés ne sont pas encore formés. Celui qui vient d'acquérir. Et la formation ne commence que demain. Et les techniciens, dans ce sens, nous disent que cette formation va durer 6 mois. Entre 6 et 8 mois. Voilà, entre 6 et 8 mois. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Voyez-vous? Parce que janvier, c'est déjà demain. Entre-temps, donc, on fait quoi? Parce que si vous avez un logiciel que vos employés ne savent pas utiliser, alors que vous reprenez sur vous de travailler dans une structure pareille au mois de janvier, alors qu'il leur faut 8 mois ou 6 mois pour se former, il y a un problème. Ça, c'est non, c'est ça que je pose des questions. Maintenant, la deuxième chose, que vont devenir les employés camerounais qui travaillent au DIT? Est-ce que la régie déléguée va les reprendre à leur compte ou alors il va les mettre tous à la porte? Que vont devenir les avantages s'ils les reprennent, si tant est qu'ils les reprennent à leur compte au niveau de la régie qu'ils ont souvent eu? Ainsi de suite. Voilà des questions que nous nous posons et nous attendons des réponses des techniciens que vous êtes. Allez-y, Anissé. Sans accuser qui que ce soit, permettez que je vous dise quand même que tous ces groupes, quels qu'ils soient, travaillent bien leur communication. Parce que la question que Léla a posée là, moi je pense qu'elle est non-sens. Oui, parce qu'on a posé la même question lorsqu'on a donné l'ECAM. On a donné la Sonel. À AS Loco. La même question. Est-ce que les Camerounais sont capables de gérer l'électricité? Voilà. On a posé la même question. Est-ce que les Camerounais ont la capacité de gérer l'eau? On a vu le résultat de ceux qui étaient spécialisés dans la gestion de l'eau et de l'électricité. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc il ne faut même plus poser cette question. Il ne faut plus la poser. Parce que justement... Allez, il ne faut plus poser cette question. Ah oui, on se mord la queue. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est parce qu'on n'a pas envisagé qu'une entreprise stratégique comme le port prenne toutes les dispositions pour gérer les terminaux. Pour gérer les terminaux. Les gens ont pris de l'argent, président, de part et d'autre, pour faire ce genre de choses. Ces fonctionnaires, on les connaît, ils sont identifiés. Non. Il y en a même qui remboursent déjà. C'est une question politique. C'est une question politique. Voilà. C'est éminemment politique. Et c'est l'exécutif camerounais qui est sur le banc des accusés. Parce que aujourd'hui, c'est les Camerounais. Non, c'est l'exécutif. C'est les Camerounais de Mali. Je ne suis pas responsable. C'est des Camerounais comment, M. Mout? Nous ne gérons rien, vous et moi. Moi, je donne la parole, je le jure. Nous ne gérons rien, vous et moi. Eux ont la signature. Monsieur Mout, aujourd'hui, on revient à la reprise en main de l'eau par l'État. Après avoir perdu des centaines de milliards et avoir pratiquement mis à terre le fonctionnement de la distribution de l'eau dans le pays. Il vaut mieux encore qu'on ait des difficultés dans la régie que le port autonome est en train de mettre sur place, mais que ça serve de leçon que dorénavant, il faut faire attention à confier notre avenir, notre destin aux étrangers. Ouais. Qu'ils soient Bolloré, Suisse, Canadiens, Russes, etc. Il vaut mieux. Et c'est eux qui ont inventé ça. Mais quand vous brandissez ce patriotisme, sachez que ceux qui ont géré avant 2005 étaient tous des Camerounais. Et le résultat est des plus catastrophiques. Oui, mais il les épargne dans le port depuis des années, il sait de quoi je parle. C'est un transporteur. Vaut mieux encore aménager des solutions camerounaises que d'aller vendre le pays aux étrangers. Parce que le patriotisme économique, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est ceux-là même qui viennent brader nos richesses. Nous n'avons plus d'instruments de souveraineté. C'est les étrangers qui gèrent notre eau, c'est eux qui gèrent notre électricité, c'est eux qui gèrent notre monnaie, c'est eux qui gèrent nos ports, c'est eux qui gèrent... Donc, on peut vous comprendre, mais nous, quelle est notre responsabilité là-dedans? Est-ce que nous sommes sérieux? Ne parle pas de nous. C'est ça. Quelle est la responsabilité de l'exécutif? La mauvaise gouvernance. L'exécutif. Merci. Samuel Mout, mis à part le patriotisme économique dont parle Anissé Kane, à l'heure d'aujourd'hui, je pose la question à l'expert comptable que vous êtes. À l'heure d'aujourd'hui, qui est plus, à cette heure aujourd'hui où on parle, qui est plus à même de gérer de façon efficiente le port autonome de Douala?
Très bien, merci de m'avoir reconnu au moins cette qualité-là. Non. On ne t'enlève pas, hein? Même pas de mauvaise façon. Laissez-le parler. Attends. Je voulais seulement attirer l'attention sur le fait d'Anissa Ikane tout à l'heure, sur le fait que l'Union soviétique s'est écroulée parce qu'effectivement. Parce qu'effectivement, il y avait une dégestion qui n'était pas du goût de pouvoir faire la pérennité d'un certain nombre de structures, parce que quand vous gérez les Skolkos, vous les gérez vous ne gérez pas de la même façon qu'une entreprise qui doit sauver. C'est de la propagande. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Laisse-moi terminer. Non, c'est pas ça. C'est pas là-dedans. Messieurs, permettez qu'il puisse répondre à la question qui lui a été posée. Ce qui se passe également, c'est pas nécessairement un problème de capacité technique à pouvoir gérer telle ou telle structure. C'est pas de ça qu'il est question. Vous prenez tout à l'heure le cas de Eneo, de AES ou de Sonel. Je ne suis pas sûr que c'était probablement un point d'ordre technique. Mais c'est pas tout simplement que ces entreprises-là, qui sont sous la coupe de l'État, ont un modèle de fonctionnement qui n'est pas celui de secteur dans lequel ils se développent souvent. La divergence entre lui et moi est arrivée à partir de à ce niveau-là. C'est-à-dire que, je vais vous dire par là. C'est aménageable. Attendez, oui, mais justement, oui. C'est aménageable. Je vais vous donner un cas simple. Eneo existe, la Sonel existe. Il était pratiquement inenvisageable de dire qu'aujourd'hui, demain ou après-demain, là, on va augmenter le tarif de l'eau et de l'électricité, parce que ça devenait une décision éminemment politique. L'avantage que nous avons aujourd'hui par rapport à Eneo, c'est qu'au moins la gestion a été stabilisée. Non pas peut-être certainement du fait de la capacité technique des gens qui ont repris, mais au moins on a eu à prendre des décisions fortes qui déstabilisaient le... Oui. Mais on n'a pas toujours d'électricité, monsieur Mo. Voilà. On avait présenté Nana ici là comme quelqu'un qui était un ange. Mais vous savez comment il est parti. Vous permettez que je... Monsieur Mo, vous risquez de ne pas repasser votre costume demain matin pour aller à votre bureau. Vous le savez. Faustin Dicam. Vous pouvez dire ça. Là encore, la différence entre vous et moi, c'est cette incapacité de s'émerveiller qui fait... C'est cette capacité de pouvoir s'émerveiller. Renationalisons le secteur de l'électricité et de l'eau. C'est cette incapacité. Non. C'est cette incapacité-là à pouvoir s'émerveiller qui fait que nous avons tendance à tout peindre en noir. Aujourd'hui, il n'est plus envisagé que l'on puisse dire que Eneo, comment ça s'appelle encore Eneo aujourd'hui, puisse attendre des subventions de l'État. Le dilemme auquel on était confronté au moment où on privatise, c'est de dire effectivement, si on ne fait pas attention, si l'État ne jette pas de l'argent à l'intérieur. Comme avec Amerco. Exactement. Mais Camara est pourquoi Eneo ne paye pas son passif par l'État aux structures de l'État? Faustin dit qu'il a dit pas permettez. Eneo doit de l'argent à Tradex, à EDC, à Sonatrel. Pourquoi ils ne payent pas leur passif s'ils ont fait des grands résultats? Faustin Dicam. Qui paye au moins leur passif? Faustin Dicam. Merci. Nous n'avons pas d'électricité. Les Camerounais souffrent. Merci. Là au quartier. Moi, je ne suis pas sûr. Il ne peut pas être le rapport des gens qui montent en épingle l'ensemble des souffrances qui sont tues dans la société. Si on peut y apporter des solutions. On a de l'électricité, oui ou non? Non, Faustin Dicam. Vous dites qu'on monte en épingle des trucs. Est-ce qu'on a de l'électricité? Faustin Dicam, je ne veux pas. Mais ça me tue, mon ami. Est-ce qu'on a de l'électricité? L'amitié vraiment. L'amitié ne va pas finir là. Mais Faustin, permettez que je fasse revenir l'autre. Permettez que je fasse revenir. Messieurs, je ne veux pas avoir à revivre la même émission que j'ai vécue la semaine dernière. Donc je vous en prie. Allez-y. Elle est déjà finie là. Allez-y, Samuel. Vous terminez d'ailleurs. Il a hâte que ça finisse. Vous terminez. Non. Il termine et puis il prendra la parole. Je voulais vous dire effectivement, mais... Vous terminez rapidement. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. On sera toujours insatisfait de quelque chose. C'est la nature humaine qui est comme ça. Faustin reconnaît qu'il y a 10 ans, on rationnait le courant au Cameroun. Et donc, il y a une... Là, on ne rationne plus. Mais on est aux prises avec la surfacturation. Là, va regarder ta facture de l'électricité de ce mois. Non, mais c'est bien ce que tu as dit. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Attendez. Aujourd'hui, Eneo est plus ou moins en équilibre financier parce qu'il y a des décisions douloureuses pour nous. Parce qu'ils font dans la surfacturation permanente. Qui était inenvisageable lorsque la société était sur le giron de l'État. Il y a également, en ce qui concerne le port autonome, on n'a pas décidé de mettre en concession ce pan-là par plaisir. C'est peut-être parce qu'on pensait que la gestion n'était pas suffisamment rationnelle, mais effectivement, on peut revenir
en arrière. Voilà. Si on considère qu'on a suffisamment appris de l'ensemble des mécanismes qui ont été mis en place par le processus qu'on est en train de virer. Et dans ce cadre-là, effectivement, je n'ai jamais plaidé l'incompétence des Camerounais parce que là, tout à l'heure, lorsque je vous ai pris sur l'espérance de vie, je voulais également enchaîner sur le fait que les Camerounais sont bien formés, sont capables de faire un certain nombre de choses. Mais encore une dernière fois, il faut également que ce soit en droite ligne par rapport aux politiques. Lorsque vous mettez une société dans le giron de l'État, on a tendance à penser, et ça, ils ne vont pas me le contester, que ce truc-là, on n'a même pas besoin de dégager de cash flow là-dedans pour pouvoir assurer la survie de l'entreprise. Ce que les partenaires extérieurs nous apportent, c'est de dire effectivement, cette entreprise-là, si on veut la conserver longtemps, il faut qu'on continue à la faire vivre, donc on doit dégager de cash flow. En une minute exactement. Oui, en une minute pour dire deux choses. Messieurs. En une minute pour dire deux choses. Au-delà du pan de DIT dont Bolloré a bénéficié dans la concession, il n'en demeure pas moins que Bolloré a bénéficié au niveau du chemin de fer, Régie-Fécamp. En cela, l'école de formation de régie fermée, elle bénéficie pour développer Camrail de la subvention de l'État à travers des financements d'entretien de la voie. Mieux, elle a même viré des entreprises qui étaient camerounaises, en l'occurrence Citrafer, qui a un dossier pendant devant la justice et dont l'État du Cameroun a demandé à Bolloré de renégocier avec Citrafer et on a viré les entreprises, on a viré les employés de Citrafer sans payer des droits. Donc je veux dire par là que Bolloré n'est pas un saint. Par conséquent, c'est un homme d'affaires. À partir du moment où nous avons une société stratégique, nous avons une souveraineté et nous pensons que nous avons un patriotisme camerounais avec des formations bien avérées, en droit ligne des textes de la République. Nous sommes en droit de dire aujourd'hui que nous pouvons la développer en régie. En une minute. Et nous allons le faire. Merci. En une minute. Je suis très surpris de la sortie de Monte. EDF est une entreprise nationale. Oui. Plus. Toujours. Oui. Majoritairement nationale. Elle est toujours. Non. Elle est largement majoritaire sur le plan des actions de l'État, premièrement. Les plus grandes compagnies aériennes sont nationales. Donc ce n'est pas un problème de compétence. C'est une politique qu'on met en place. Parce que, monsieur Mott, voyez-vous, quels sont ceux qui nous ont demandé, qui nous ont forcé à la privatisation? Le FMI. C'est ceux-là même qui, dans leur propre pays, parlent de patriotisme économique. Le FMI. Quels sont ceux, avec le plan d'ajustement structurel, avec l'Organisation mondiale du commerce, prennent encore des mesures de restriction par rapport à l'économie? C'est les Américains, c'est les Français, etc. C'est eux-là. Mais au Cameroun, en Afrique, il faut brader. Ça pose un problème de politique économique de l'exécutif camerounais aujourd'hui. Tant mieux, les mauvaises expériences de l'eau, de l'électricité, heureusement que ces expériences nous ont permis de mettre le doigt là où ça fait mal. Je crois simplement qu'il faut savoir respecter les règles du jeu. Chaque pays a ses lois, a ses règlements. Lorsqu'on lance un appel d'offres, par exemple, il faut respecter les règles du jeu. Parce que Bolloré, aujourd'hui, perd ailleurs et gagne ailleurs. Donc, il peut perdre aujourd'hui ici et gagner ailleurs. Mais sauf que si c'est accroché sur Bolloré. Écoutez, non, mais on parle de Bolloré ici. Je crois que ce sujet, on parle de Bolloré. Bien entendu. Vous êtes allé sur EDF, ainsi de suite, alors qu'on parle... Mais Bolloré aussi à Camrail. Mais bien sûr, vous avez parlé de cela. Mais sauf qu'il faut respecter les règles de jeu, c'est tout. Et puis, ils ont foutu du bordel à Camrail. C'est pour ça qu'ils sont allés devant la justice. On connaît le coût du transport d'un conteneur de Douala à J'ai encore ma minute. Quand vous aviez votre minute, les autres ont permis que vous... Alors, je disais donc qu'il faut respecter les règles du jeu. Qu'on soit patriote, parce que je ne connais même pas quel est l'instrument de mesure du patriotisme. Les gens se présentent ici comme plus patriotiques que les autres, alors que les gens se cachent effectivement derrière ce patriotisme pour voler tout l'argent des Camerounais. Il faut faire très attention, parce que bientôt, lorsque les procès vont arriver, vous allez remarquer que des hauts fonctionnaires vont se retrouver en prison, et après ils vont dire que le président de la République fait une opération de liquidation politique. Merci. Et pourtant, ils ont volé notre argent, et ils ont travesti les documents de l'administration.
10 minutes. Coupe d'Afrique des Nations 2021, un an après le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Mutation fait cette semaine le point d'avancement des travaux. Le journal parle notamment de ce qu'il faut faire pour éviter un nouveau glissement. On va commencer par vous, Axel Ebé. Au regard des récentes actualités, résiliation du contrat de Piscini, les travaux du stade Olembe qui traînent, pensez-vous que les conditions de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations 2021 sereine soient réunies en ce moment? Sereine, pas du tout. Parce que vous-même vous l'avez dit, il y a un flou autour de ces chantiers, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle, et c'est assez impressionnant de voir tout le jeu qu'il y a autour de cette CAN 2019-2021, je ne comprends plus grand-chose. On me dit qu'on sélectionne une team au départ, je crois que c'était aussi un appel d'offres, il me semble. Peut-être qu'à ce moment il faudra donner raison à M. Djikam qui dit qu'il faut revoir, il faut respecter les règles du jeu, et peut-être que l'attribution de la construction de ce stade n'avait pas respecté ces règles du jeu justement. Et à quelques mois de la CAN qui a donc glissé, on vient nous dire que finalement il n'est pas assez compétent pour réaliser ça. Donc on redonne le stade à un Canadien, il me semble. Peut-être que vous allez me poser la question de savoir s'il y a des Camerounais qui étaient capables de reprendre le chantier, je ne sais pas. Mais je ne comprends plus grand-chose. Donc il n'y a aucune sérénité là en ce moment. Si peut-être que le RDPC qui ne connaît jamais la crise pense qu'on va pouvoir organiser assez facilement cette CAN. Peut-être qu'il pourra répondre à cette question, mais moi je me dis, franchement, c'est tout le sens de mon engagement en politique, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis candidat à l'Assemblée nationale, parce que je pense qu'il faudrait que les députés puissent se saisir de ce sujet. Je crois que depuis 2016, l'Assemblée nationale aurait déjà dû faire démissionner le gouvernement. Merci. Parce que c'est du Cameroun qu'il s'agit. On se moque de nous partout. On se moque de nous à l'étranger. On est incapable d'organiser une CAN sereinement. Anissé Kane, avez-vous l'impression que le Cameroun a su tirer justement les leçons du glissement de 2019? Apparemment non. Mais ce n'est pas très étonnant parce que ce sont des avatars pratiquement génétiques. Voyez, quand on voit sur les 37 ans du président Biya à la tête de l'État, on a exactement des remires sans arrêt. À part 72, où à la suite de la Coupe d'Afrique organisée ici, on a mis certains Camerounais en prison. Depuis, il y a eu plusieurs scandales qui ne sont pas nécessairement liés au sport, qui n'ont pas nécessairement abouti à des remises en cause, à des sanctions. Je crois que la seule explication qu'on peut avoir de ça, c'est que le niveau de la mafia dans la CAN est très élevé. Et il y a l'omerta au niveau de la mafia. On a beau être concurrent, on a toujours un modus vivendi pour que tout ne s'écroule pas. C'est pour cela qu'on n'a pas pu tirer les leçons de ce glissement de date. Sur la même question, Faustin Djikam. Je crois que sur la fin de son magistère, le président Biya retiendra qu'il n'a pas eu de chance. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un homme qui est victime d'une véritable tragédie. Il n'a pas eu la main heureuse. Des camarades de vote. Il n'a pas eu la main heureuse, bon, pas tous, il n'a pas eu la main heureuse de choisir des véritables personnes capables d'animer son idéal politique. Voyez-vous, pour ce qui est de la CAN, écoutez, pour ce qui est de la CAN, on a fait dire au président de la République, devant le peuple qu'il a élu, qu'on sera prêt le jour dit. Vous connaissez la suite. Il n'était pas obligé de le dire. Il a encore donné, si, il fait confiance à ses collaborateurs, monsieur. Oh là là. Il fait confiance à ses... Si vous êtes président demain et vous ne faites pas confiance à vos collaborateurs, vous serez un mauvais président de la République. Alors, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y a eu un problème. Les autorités de la CAF sont venues ici. Et par la suite, on nous a annoncé qu'il y a eu un glissement et qu'on va organiser la CAN pour 2021. Et il a gardé les mêmes collaborateurs. Le chef de l'État leur a demandé s'il y avait on avait encore besoin de quelque chose pour que tous les chantiers soient terminés à temps. Tu es dans les secrets du chef de l'État? Non, je suis journaliste, je fais des investigations. Vous voyez? Ils ont dit oui. Allez demander au Minepat, allez demander au ministre des Finances. Il a mis tout ce qu'il fallait
à leur disposition pour que ces stades de la CAN soient réalisés au moment opportun. Mais vers la fin, on se rend compte qu'on retombe dans le même travers. Le flou artistique, de l'argent qui a été volé, ainsi de suite, on change des entreprises de construction en milieu de parcours, et puis on revient, on dit maintenant c'est les Canadiens, non, ce n'est plus Piscini, ainsi de suite. Mais nous sommes en train de partir une fois de plus pour un autre échec. Et ça c'est très grave, parce que le Cameroun ne peut pas avoir mobilisé autant de moyens pour organiser un événement important comme celui-là, et que sur la fin, les intérêts bassement égoïstes prennent le dessus sur le patriotisme. La CAF a récemment annoncé justement la modification de la période de la CAN 2021 en raison des conditions météorologiques, sous réserve de la nouvelle période. On sait que voilà, les pluies au Cameroun vont jusqu'en novembre, comme c'est le cas en ce moment. Quelles peuvent être justement les incidences de cette modification sur notre préparation? Il faut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait les stades. Ensuite, on va donc gérer. On a supposé que les stades tels qu'on a construits sont complètement couverts. Ensuite, il faudra les routes. Mais on est en retard partout. L'expérience que j'ai connue montre à suffisance que pour ce qui est des édifices de cette envergure-là, une fois que vous changez à mi-parcours quelqu'un, ça coûte toujours trop cher. J'ai vécu cet exemple-là et je peux vous le dire. La mairie de Douala première a eu ce problème-là. Aujourd'hui, c'est un coût. Personne ne sait combien ça a coûté. Voilà. Personne ne sait combien ça a coûté. Et là, entre ce que Piscini va faire comme Adoise en instance de paiement, dont certainement le nouveau repreneur va devoir reprendre, gré à gré. Et comme disait l'autre. On parlait des Canadiens, c'est ça? Exact. Et les Canadiens, ceux qui vont mettre maintenant. Les mêmes Canadiens qui sont sur la pénétrante. Exact. Voilà. C'est ça, c'est les mêmes Canadiens qui sont au stade de la réunification. Permettez qu'on y aille. Donc, maintenant, les nouveaux Canadiens qui vont maintenant mettre une autre facture, ça va être... Je pense que dans ce tour de passe-passe, c'est la mise en place des chantiers. Voyez-vous, pour faire simple, pour que les téléspectateurs comprennent, les engins qui ne sont plus d'utilité importante pour le stade Omnisport, on va les transférer à Yaoundé, mais on va faire payer ça à l'État du Cameroun. Donc c'est un tour de passe-passe magistral, bien orchestré, avec l'accord des amis de Samuel Motte, qui dans un appareillage... Ils ne sont pas ses amis, forcément. Merci. Camarades. Merci. Samuel Motte, au regard du rythme auquel avancent justement les travaux, est-ce que vous êtes optimiste? Je pense qu'il faut être optimiste. Dans tout niveau des entreprises de cette envergure-là, l'optimisme également est un moteur pour pouvoir atteindre l'objectif. Je pense qu'il faut rester optimiste. Ça veut dire que pour 2019, vous étiez optimiste également? Bien sûr, il avait dit, c'est un plateau que j'ai partagé avec lui. Mais plus de il m'a fait dire ici qu'on serait prêt avec il a pas. On peut retrouver la cassette. Il a pas. Il faut lui rappeler ses propos. Je pense seulement que pour une activité comme celle-là, il faut vraiment garder son optimisme. Mais de toutes les façons, en tout état de cause, je ne me mettrai jamais du côté des gens qui ont peut-être une jubilation. Mais on te comprend. Mais personne ne jubile. Je ne me mettrai il y a une forme de jubilation. Non. C'est du Cameroun qui s'agit. Très bien, je suis rassuré, effectivement, en disant que il faut qu'on fasse tout et tout pour que cette compétition-là d'envergure puisse se tenir chez nous. Et dans ce cadre-là, effectivement, je pense que les responsables aujourd'hui qui sont en fonction. C'est ça la question, justement. Comment il faut un nouveau classement? C'est bien ce que je dépense trop d'argent. Les gens qui sont en fonction aujourd'hui, on peut espérer également que les décisions qu'ils prennent sont des décisions appropriées, de telle manière à plus nous assurer une fin heureuse en ce qui concerne ce projet-là. Mais nous devons tous être derrière. Maintenant, ce sont les mêmes personnes qui nous ont fait perdre la CAN de 2017. On devrait être derrière l'ensemble des gens qui dirigent ce processus-là aujourd'hui de telle manière à ce qu'on puisse achever dans les délais l'ensemble des entreprises, l'ensemble des actions qui ont été menées en Merci Samuel Maud. Merci Samuel Maud. Non, on a tout ce courage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Trop d'argent. Messieurs, merci de nous avoir les faire partir tous. L'émission est rediffusée. Il faut pas que quelqu'un m'appelle après pour me demander à quelle heure l'émission est rediffusée. Elle est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30.